Moi, vraiment, ce stage commando, quand je l'ai abordé, dès le départ, je l'avais dit, je préfère mourir que d'abandonner. Même quand je suis rentré dans les forces spéciales, je suis resté moi-même, en fait. Je suis resté Teddy Palassi, ce garçon qui a toujours été émerveillé par plein de choses et qui a toujours voulu faire des nouvelles choses, en fait. Pas se comparer, faut croire en ses rêves. Les rêves, de toute façon, ils sont faits pour être réalisés. Hello hello, c'est Loïc Blanchard, le créateur et host du podcast indépendant Les Frappés. Je suis un ancien sportif de haut niveau, aujourd'hui reconverti en sportif aventureux, mais aussi entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. Passionné d'outdoor et de défis en tout genre, j'ai voulu créer une communauté autour des valeurs de résilience, de dépassement de soi et de détermination, en vous offrant chaque semaine des conversations inspirantes avec des invités incroyables issus d'univers très variés. J'ai reçu aussi bien des athlètes olympiques que des entrepreneurs à succès, des aventurières professionnelles ou encore des anciens des forces spéciales. Leur point commun, la passion pour leur projet et l'audace de se lancer. Alors fonçons ensemble découvrir mon invité de la semaine. Excellente écoute à vous les frappés. Eh bien écoute, salut Teddy, bienvenue sur le podcast. Merci Loïc, merci à toi de m'inviter pour partager un petit peu des différentes choses, c'est cool. Avec grand plaisir. Écoute, honnêtement, déjà un grand merci pour, ok, je vais le dire, je vais l'avouer, un grand merci pour prendre le temps une deuxième fois pour l'enregistrement, puisque le premier, on a eu un petit souci technique. Donc, c'est super sympa à toi. Et écoute, je suis très heureux de t'accueillir pour que tu nous parles de ton parcours, de tes multiples casquettes, puisque pour le coup, il y en a eu plusieurs. Tu as eu plusieurs vies en une vie. Et puis, je suis aussi très honoré de te recevoir en tant ancien commando marine. Ça faisait un moment que j'essayais d'avoir des militaires ou anciens militaires sur le podcast, mais voilà, commencer par un ex-commando marine, je dois avouer que je suis très content en tout cas. Donc encore une fois, bienvenue et un grand merci à toi. Plaisir partagé en tout cas, comme j'ai dit, c'est cool, c'est vraiment cool. Écoute, je te propose de commencer par te présenter. Qui est Teddy aujourd'hui et d'où tu viens? D'accord. Donc je m'appelle Teddy Palassi, je vais avoir 42 ans la semaine prochaine, c'est un truc de fou. D'où je viens en fait, j'ai passé une grosse partie, donc la moitié, je vais pas dire la moitié de ma vie, mais une partie de ma vie, dans l'armée. Donc j'ai fait 16 ans dans la marine nationale. Donc en gros, j'ai fait 8 ans dans les forces spéciales chez les commandos marines, donc au commando de Pinfintonio et au commando Jaubert. Et après ces 8 premières années, je suis parti dans la préparation physique pour devenir moniteur de sport, toujours dans l'armée. J'ai repassé un brevet d'état au Centre national des sports de la défense sur Paris. C'est un cours qui durait à peu près, je crois, 6 mois, si je ne me trompe pas, à peu près 6 mois. Et ensuite, je suis revenu responsable de la cellule sport de combat et préparation physique opérationnelle, toujours chez les commandos marines. J'ai bénéficié en fait de mes qualités de force spéciale et maintenant, et en plus des qualités de préparateur physique. Donc c'était un duo gagnant, on va dire. Préparateur physique opérationnel, c'est le terme opérationnel, il fait référence à quoi? Bah, en fait, la différence entre la préparation physique normale et opérationnelle, c'est que la préparation physique, on va dire normale, vous faites, je vais préparer quelqu'un, je vais lui faire prendre par exemple du volume musculaire, je vais peut-être lui faire devenir plus performant en course à pied, etc. Tout ce qui concerne vraiment la préparation physique, on va dire lambda, hein, pour quelqu'un dans le civil. La préparation physique opérationnelle, ça va être la même chose, mais le tout avec des entraînements qui sont un peu plus opérationnels. Donc là, on va peut-être le faire ramper en même temps dans de la boue à des moments. Il va peut-être faire des entraînements où il sera équipé avec son treillis, Ok. ses rangers, ses chaussures de combat, son sac à dos. Il va peut-être dormir dehors. Il va peut-être faire de la préparation physique qui va être adaptée à son métier opérationnel, comme ce que j'ai co-créé sur Lorient qui s'appelle le combat total opérationnel marine. Donc c'était adapté des formes de sport de combat ou des formes de corps, mais avec l'équipement, comment est-ce que je peux aller récupérer un mec qui fait 1,90 m avec 40 kilos de matériel sur moi, avec le casque par balle, tous ces trucs-là, mais de façon très très simple et de façon, on va dire, accessible à tout le monde, parce que tout le monde n'est pas forcément des champions du monde de sport de combat. Donc on rajoute, on va dire, à cette préparation physique, vraiment une entité opérationnelle qui est maintenant présente dans toutes les armées. Excellent. Donc ça, c'est la deuxième partie de cette première casquette que tu as eue dans l'armée. Euh, avec quoi est-ce que tu as enchaîné ensuite? Alors ensuite, c'est très simple.
J'ai quitté la marine, je pense qu'on en reviendra un petit peu après, là-dessus, mais j'ai quitté la marine, moi, en 2013, j'ai posé ma démission. Et j'ai été aspiré dans le monde civil, dans le monde de la préparation physique, notamment avec TRX. Je ne sais pas Ouais, si tu connais, ce sont ouais. des sangles jaunes et noires voilà, qui est un des meilleurs outils de préparation physique générale aux États-Unis, puisque tous les sportifs de haut niveau aux États-Unis s'entraînent avec TRX, tous les grands athlètes. Et en plus, TRX a fusionné un petit peu avec Under Armour dans on va dire, dans un petit combo de préparation physique, Under Armour, TRX, voilà, deux, trois petites choses, mais surtout Under Armour, qui est une marque de vêtements, a associé son image avec TRX, donc ça c'est super cool. Et je suis parti, donc j'ai été aspiré par TRX avec une connaissance qui m'a été présentée, qui est le responsable de Les Mills en France. Et donc c'est eux qui avaient on va dire, l'exclusivité de cette marque. Ok, Et du coup, je suis parti en République tchèque. En République tchèque, j'ai passé un niveau donc avec des Russes, Américains, Canadiens, Anglais, voilà un petit peu toutes les nationalités. Et quand je suis sorti de cette formation, je suis devenu formateur international TRX Force. Donc TRX Force, en fait, c'est pour tout ce qui est de la préparation, donc de la préparation physique opérationnelle avec le TRX, parce qu'ils ont un manuel qui s'appelle le Tactical Conditioning Program, qui a été fait par les Américains. Et du coup, je suis devenu formateur pour l'armée, police, pompiers et sportifs de haut niveau sur la France et quelques pays d'Europe. Donc waouh. à ce niveau-là, j'ai pu aller un petit peu partout. J'ai formé l'armée en Belgique, j'ai formé beaucoup d'unités en France, donc notamment le RAID, les commandos marines forcément, des présentations avec le GIGN, formé aux premières PIMA, des préparateurs physiques des clubs de foot de Ligue 1, des acteurs, voilà, j'ai fait un petit peu tout ça. Et ensuite, j'ai repassé un deuxième niveau pour être cette fois formateur, mais pour tous les coachs sportifs, pareil, sur la France et quelques pays d'Europe. Et donc, après, j'avais encore une casquette en plus, c'est-à-dire que je pouvais aussi bien former des forces spéciales que des coachs qui sortent d'école. Donc, j'ai formé aussi des coachs directement en école et j'ai continué un petit D'accord. peu à grandir comme ça. Et ensuite, je suis redevenu formateur international sur d'autres concepts sportifs. Et j'ai fait ça jusqu'en 2018. Et en 2018, j'ai une proposition de l'actuel patron de Crosscall, qui est une entreprise qui est leader dans la téléphonie mobile outdoor résistant avec une grande autonomie. Et il m'a demandé de rejoindre la team Crosscall, qui est basée à Aix-en-Provence. Et en 2018, j'ai fait le choix d'être plus sur une partie, on va dire, de stabilité que cette partie Mhm. où voilà, je voyageais un petit peu partout pour faire des formations et c'était totalement différent. Mais là, voilà, j'ai rejoint une équipe avec un projet sport qui était vraiment cool et qui est vraiment cool de toute façon. Et une entreprise Gé- qui est vraiment cool aussi. Génial. T'as remarqué que tout Waouh, est ouais, cool en donc. fait avec moi. Il y a pas de truc là-dessus. Cool. Ouais, c'est super intéressant de voir que ton parcours, tu l'as façonné, avec cet élément quand même, ce fil rouge du sport, tout au long de tes expériences. C'est intéressant. C'est clair. Et ce qui est vraiment, en tout cas pour moi, je sais pas que je suis autodidacte, mais j'ai toujours été un petit peu, voilà, dans l'entrepreneuriat. J'aime bien, voilà, entreprendre des choses et pas me satisfaire de ce que j'ai, mais toujours continuer à chercher des nouveaux trucs. Parce que, voilà, notre passage sur Terre, comme tout le monde, il est hyper court. On terminera tous au même endroit. Mmh. Donc, au lieu d'attendre et de rester sur ses acquis, j'ai toujours essayé de chercher, chercher, chercher et de créer, de faire des nouvelles choses. Et, c'est c'est ce qui me plaît, c'est ce qui m'anime en fait tous les jours. Il y a pas à chaque fois, même quand on dit putain, c'est super, Ted, t'as réussi. Je dis ouais, j'ai réussi, oui, mais il y a encore tellement à faire et c'est qu'une étape en fait. Donc il faut juste, ok, c'est cool, on se félicite deux, trois secondes sur ce qu'on a fait, mais il y a encore plein, plein, plein d'autres choses à faire. Et comment, c'est super intéressant, tu vois, ce que tu évoques, cette recherche, cette curiosité, insatiable qui te pousse à te lancer dans de nouvelles expériences. Qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé, j'imagine jeune, sur le chemin de l'armée et plus spécifiquement des commandos? Alors en fait, c'est assez marrant parce que donc comme beaucoup, on va dire, je pense de mon époque et même ceux d'avant,
on va dire, le bagage scolaire, c'était pas des gros bagages scolaires comme maintenant. C'est-à-dire que les Mmh. jeunes de maintenant arrivent dans l'armée, il y en a quand même qui arrivent avec des fois des masters, des licences, ils ont fait des grandes études et c'est très bien et c'est vraiment cool pour eux. Moi, j'étais en conflit avec l'éducation nationale. Quand je dis en conflit, c'est qu'à part le sport à l'école, j'aimais pas grand-chose, j'aimais rien d'autre. Et je faisais quand même, j'étais quand même assez, pas voyou, mais je faisais quand même pas mal de petites conneries en fait. Donc j'avais un caractère très très dur, assez hyperactif, et puis toujours en recherche de sensations fortes pour beaucoup de choses. J'expliquais la dernière fois avec mes enfants ma première bagarre. J'étais en sixième et j'ai provoqué un terminal dans le bus et bah, il m'a éclaté. Mais je suis reparti quand même le lendemain et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'après, quand je passe en cinquième, je l'avais recroisé, etc., etc. J'ai pas lâché, mais voilà quoi. Et pourtant, j'étais un petit sixième. Et c'est une petite anecdote que je raconte souvent. Je fais partie des premiers à avoir organisé un petit peu les combats clandestins en sortie du collège, en fait, sous un tunnel OK. où c'était pour régler les comptes parce que tout le monde se criait dessus, où on se disait, voilà, on joue au plus fort à se bousculer. Mais je dis, bah, ok, bon, on va mettre des règles. Cette fois, on va vraiment, bah, on va régler ça à chaque fois. Dès qu'il y a un souci, on va sous le tunnel en sortant du collège. Et puis on règle ça pas comme des hommes, on était des adolescents, mais voilà, ça me plaisait bien. Et du coup, avec tout ça, mon père, lui, était dans l'armée de terre, donc j'ai grandi en Allemagne. Je suis OK. arrivé à 7 ans en Allemagne. Et mes parents, voilà, j'étais assez dur. Essayer de trouver quelque chose pour moi bon, ils savaient déjà que j'allais pas faire des grandes études. Et mon père, en fait, avec la plupart des bêtises un petit peu que j'ai fait, m'a dit, bah tiens, je vais t'envoyer dans la Légion étrangère. Ah ouais, carrément. Et la Légion étrangère, ouais, la Légion étrangère, ça me faisait pas kiffer en fait. Ça veut pas dire que moi, ça me faisait pas kiffer. Donc, j'ai regardé des reportages, tout ça, et puis voilà, j'avais pas trop envie d'entrer à la Légion étrangère. Et quand j'étais au lycée, donc j'étais au lycée à Forbach, à l'internat, et j'ai fait un bac STT, donc informatique de gestion. C'est, comme on dit, c'est l'ancien bac G, le bac à bon marché. Mais comme il fallait un bac pour entrer à l'armée, bah, je suis parti là où je pouvais avoir un bac. Donc j'ai fait ce bac-là. Donc je l'ai eu. Et un jour, tu sais, souvent il y a les camions en fait qui viennent faire du recrutement au niveau des écoles. Et là, il y a un camion de la Marine nationale. Donc c'est le CIRFA, le Centre d'information de recrutement de Ouais. l'armée. Et donc du coup, il y a le camion qui est là et je vais voir le camion. Donc je suis intéressé, je vais avec un pote, on rentre dans le camion. Là, je viens à un maître principal que je vois encore très très bien. Et elle me dit bonjour, tout. Et puis je vois cette fameuse affiche. C'était une affiche avec 3 zodiacs, je crois. Ou ouais, 3 zodiacs avec des mecs dans les zodiacs habillés avec leur tenue vert, béret vert. Et il y a marqué devenez fusilier marin commando, chuteur opérationnel, instructeur sport de combat, instructeur corps à corps. Oh, des trucs, en fait, une affiche de film, en fait. Et Ouais. je me dis, putain, mais ça a l'air génial. Et je regarde le gars, et à l'époque, j'étais quand même assez maigre, assez fin quand j'étais à un gabarit voilà, de jeune de 18 ans. Donc je dis au gars, bah, je vais prendre des renseignements parce que j'aimerais faire Fumaco. Et là, il m'a regardé en fait c'est comme si j'étais une blague en fait. Tu sais, il m'a regardé et il m'a dit, comment ça, tu veux faire commandement? Mais tu peux pas en fait. Les Fumaco, les mecs, c'est des tueurs en fait. C'est pas toi. En gros, c'est des mecs, c'est des Golgoth, c'est des tueurs, c'est des mecs qui font la guerre et tout. Et puis ça fait partie des unités d'élite les plus prestigieuses de France. Et j'ai dit oui, ouais, ouais, mais j'aimerais bien essayer quand même. Et, il me dit oui, mais non, parce que t'as pas le profil. Donc le mec, en fait, il me dit t'as pas le profil, c'est lui qui fait ta carrière en fait. Donc je dis OK. Et il me dit tu fais quoi à l'école? Je dis bah moi là je passe un bac informatique de gestion. Et il me dit OK. Et ben tiens, et puis il me sort tu sais un dépliant marqué avec un sous-marin avec des mecs qui sourient sur les photos là, et a marqué devenez informaticien d'informatique spécifique dans les sous-marins. Et il me dit bah voilà, je peux te monter le dossier pour faire ça. En plus voilà, tu fais de l'informatique, tu seras dans le sous-marin, tu vas voyager, tatati tatata. Et je suis reparti avec mon truc. Et puis le soir, ça cogite quand même. Je crois que j'ai dû appeler mon père le soir, mais moi, ça cogite. Je lui dis, mais en fait, je suis parti pour faire un truc je suis intéressé par quelque chose de fou. Et il me demande d'aller dans des sous-marins, faire informaticien d'informatique spécifique. Je dis, c'est pas mon truc, en fait. Et puis, ça m'intéressait pas du tout. Ouais. Donc, le lendemain, comme ils étaient là une semaine, je crois, ou ils étaient là une semaine, je vais le revoir. Et puis, je lui dis, bah non, en fait, j'en ai discuté aussi avec mon père, tout ça. Je veux poser un dossier pour devenir fusilier marin commando, donc à l'époque ça s'appelait les Fumaco, donc pour être Fumaco. Ouais, il m'a dit bah ok, bah tu passes au CIRFA, c'était au CIRFA de Metz,
Tu passes au CIRFA de Metz, il m'a donné une petite feuille déjà pour les minima physiques qu'il fallait faire, extraction, tout ça. Mais il m'a donné ça, genre, voilà, tiens, tu prends, regarde-le, et puis, comme on dit chez nous, tu vas, regarde le papier, et puis caresse l'espoir de, de devenir un jour commando, quoi. Donc, voilà, et puis après, ils sont partis, et puis j'ai tout fait, et puis j'ai réussi à faire mon dossier, à faire mes minima pour être pris, pour commencer la formation des fusiliers marins commando, donc en commençant les classes à Kerqueville. C'était Et en, donc là, tu en avais quel novembre âge quand 97. tu... Donc j'avais 18 ans. J'avais 18 Ah ans ouais, parce que j'ai mes 19 waouh. ans en mission. Ouais, j'avais 18 ans. Ah ouais, c'est super jeune, hein. Ouais, c'est super jeune, mais comme voilà, j'étais très, c'est super jeune, mais de cette génération-là, je pense qu'on c'était beaucoup plus accessible de partir, de quitter la Hmm. maison à 18 ans pour faire un projet professionnel. Il y en avait qui avaient déjà quitté l'école à 16 ans ou qui travaillaient dès 16 ans, qui sont rentrés à l'armée ou dans d'autres secteurs. Je pense maintenant c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, moi de toute façon, j'étais pas fait pour rester à la maison et puis il fallait que je fasse quelque chose. Voilà, j'avais besoin de faire ça et puis c'était plus comme un défi parce une fois que mon père a dit à ses, t'imagines, donc j'étais dans une garnison, il y avait pas mal de militaires et tout, et un jour il y a un mec, un sergent qui était un mec très très sportif de la garnison au régiment où était mon père et qui gagnait un petit peu tout dans les compétitions sportives au niveau des crosses et tout, était très très fort. Et il était parti faire les sélections pour faire commando marine. Donc c'était un sergent qui avait Ok. déjà 8 ans d'armée et le mec s'est fait virer en fait. Voilà, il a pas été pris, il a loupé les tests et puis il a pas terminé. Et quand il est revenu à la garnison, c'était un petit peu comme la personne qui, ouais, putain, le mec, il est parti chez les commandos à Lorient, il est revenu, pourtant c'est un super sportif. Ouais, vous imaginez le niveau de fou, quoi, c'est un truc de malade. Et mon père lui a dit, bah tiens, il y a mon fils qui veut tenter les commandos marines. Bah c'est pareil, je suis parti le voir, au lieu de m'encourager, il m'a plus, dès le départ, il m'a regardé en disant, ouais, bah, tu sais, moi je viens de faire, j'ai fait 2 semaines de sélection, c'est horrible. C'est horrible. Et je vois pas comment toi, en fait. Après, vas-y, hein, tu peux aller faire un tour, mais bon, c'est déjà ce qui va se passer, quoi. Donc ils m'ont pris un petit peu de haut et ça m'a encore plus animé, moi, pour justement leur montrer que, tu sais, si je veux pas dire que je pensais qu'à ça, mais je me suis fait vraiment un malin plaisir une fois que j'étais breveté d'arriver avec mon béret vert dans la caserne de mon père et d'aller manger avec mon père. Et là, tout le monde s'est mis au, j'étais rien du tout, hein, j'étais matelot, hein, mais tout le monde, juste par respect, s'est mis au garde à vous et me saluer. Et puis lui, il est venu me voir et puis il m'a dit, bah, bravo, vraiment, chapeau, t'as réalisé un rêve que je ne pourrais jamais faire. Et ben, je te remercie déjà d'être venu, de m'avoir montré ton béret vert et tout. Il était cool, quoi. Waouh. C'est Alors bien. peut-être que tu peux nous parler un peu justement de ce qu'il y a eu entre ce repas où tout le monde était au garde à vous et cette dernière conversation, où en tout cas les gens te soutenaient pas forcément beaucoup. Parce que je sais pas si on a beaucoup d'auditeurs, d'auditrices qui seront familiers des stages commando, mais il y a quand même eu pas mal de visibilité ces dernières années. Il y a eu pas mal de reportages, il y a eu beaucoup de livres. Bah, j'ai lu le livre du fameux Marius pour celles et ceux qui connaissent récemment. Donc, si je me trompe pas, c'est un format assez long, c'est 9 semaines, c'est ça? C'est ça, 9 semaines et demie de stage. Et tu as aussi un pré-stage qui dure 2 semaines, je crois, avant. Ou avant, nous, on avait 2 semaines d'éval aussi avant. Donc, ouais, c'est ça, 9 semaines plus 2 semaines d'évaluation. Bon, et dans tout ce qu'on voit, ça a l'air d'être l'enfer absolu. Comment est-ce que toi tu l'as vécu? Et à quoi est-ce que ça ressemblait dans la réalité? Bah, en fait, de toute façon, c'est comme je le dis tout le temps, même avec les jeunes qui nous suivent à travers Force Special Coaching que j'ai créé et même mon compte, c'est c'est pas, c'est vraiment une vocation en fait. On n'arrive pas là par hasard. On peut pas se dire, bah tiens, je vais essayer. Non, si déjà tu te dis, je vais essayer de faire ça et puis si jamais ça marche pas, faut même pas penser si ça marche pas en fait. Il faut vraiment se Ouais, donner à 100%. Et le problème, c'est que en fonction de comment on est, chacun réagit différemment. Moi, pour juste devenir un tout petit peu en arrière dans le débat, il faut savoir que quand j'ai commencé Kirkeville, après une semaine de tests sportifs, quand je suis arrivé là-bas, tout était super bien. Physiquement, j'étais vraiment affûté et tout. Et comme je faisais un peu de boxe, quand je suis arrivé à la visite médicale, ils m'ont fait un fond d'œil. Il m'a dit qu'il faisait un fond d'œil étant donné qu'on fait des sports de combat. Et là, il a vu que j'avais des petits trous au niveau de la pupille. Et le médecin m'a mis inapte à l'armée. Donc déjà, c'était pour moi la première, ah comme je dis, ouais. c'est le premier effet qui se coule, c'est que tu arrives, tu quittes tout, tu quittes l'école et tout, tu veux faire ça, et on te dit, tu es inapte à l'armée. Donc j'étais réformé, Y5.
Donc Oh la là, vache! c'est la première. Voilà, ça te met un coup au moral. Bah, déjà là, si tu pas cette capacité d'essayer de rebondir, de trouver, et ça vaut pour tout, de trouver une solution, de dire: «Putain, mais c'est pas possible, il y a forcément une solution. Je veux dire, je suis pas aveugle, ta vue elle est bonne, c'est juste un trou au niveau de la pupille». J'ai réussi après quand je suis passé en commission avec tous les réformés, donc dans tous les réformés, tu as tous ceux qui veulent pas faire l'armée et puis tu avais moi qui qui voulait faire mais qui était réformé. Et donc, j'ai réussi à voir avec l'amiral de l'époque, Chantal Desbordes, qui était la première femme amirale. Quand elle m'a vu arriver, je lui dis: bah oui, moi je veux pas partir, je veux faire commando marine. C'est vraiment voilà, c'est mon objectif et c'est ce que je veux. C'est un rêve en fait, je veux le réaliser. En plus, ils sont pas nombreux, etc., etc. Et après, avec un coup de téléphone avec le médecin, elle a vu que de Y5, il a pu me passer en Y5 temporaire. Mais par contre, il fallait que je me fasse soigner, donc il fallait que je me fasse brûler au niveau de la pupille pour boucher les trous. Ça jouait pas sur ma vue, donc on pouvait faire ça. Et en fait, elle m'a dit: «Dans 2 mois, si, vous arrivez à faire ça, bah, vous pouvez revenir et je vous reprends d'office sans repasser les tests d'entrée. Continuez à vous entraîner et faites le maximum pour vous faire soigner», et voilà. Et je suis parti de là réformé, et dans la foulée, j'ai tout fait ce qu'il fallait. 2 mois après, je suis revenu à Kerqueville, j'ai recommencé. Donc j'ai juste eu un décalage avec mes potes qui étaient à 2 mois avant moi, mais on s'est retrouvés après au commando, et après à partir de là, j'ai fait un parcours sans faute. Donc c'était Waouh! vraiment, voilà, c'est vraiment le faut jamais, jamais, jamais rien lâcher. Et Ouais, c'est après, ce que j'allais dire, sacrée détermination là, hein. ouais, sacrée détermination, mais comme tu dis, en plus, surtout venant de la part d'un gosse de 18 ans, quoi. Ouais. Comme je te dis, il y a un certain, il se serait déjà forcément écroulé alors dans le doute, et puis quand tu es dans le doute, après tes performances, elles subissent et tout. Moi, c'était l'inverse, c'était, je dis: «OK, bon, bah, c'est pas grave, il y a une solution, en fait. Pour moi, il y a pas de problème, il y a que des solutions». Après, voilà, il fallait continuer, et ça a été quand même assez chiant parce que pour avoir le rendez-vous, pour aller là-bas, tu continues à t'entraîner, mais tu as pas de nouvelles. Le CIRFA, le mec qui te revoit, il était déçu, mais en même temps un peu content parce qu'il avait dans sa prédiction, il s'est dit: «Bah, voilà, le mec, Ouais, il va ouais. pas réussir». Donc, voilà. Et pour répondre maintenant à ta question vraiment sur la partie stage co, moi vraiment, ce stage commando, quand je l'ai abordé, dès le départ, je l'avais dit, je préfère mourir que d'abandonner. Notamment quand on faisait la cuve, qui est quand même assez mythique à Lorient. Cette fameuse cuve, euh, à chaque fois, c'était le petit rituel avec un de mes potes. Je disais, voilà, bah, on verra si je me noie, bah, je me noie, mais par contre, tu me verras pas, tu me verras pas abandonner cette cuve, parce qu'en plus, elle était éliminatoire. Donc, et je me le disais tout le temps, même dans les trucs super durs, quand on travaille en apnée. Je me rappelle une fois, on a fait une apnée de fou dans la piscine et tout. Je commençais à avoir un petit peu pas perdre connaissance, mais j'étais vraiment à bout. Bah, j'ai pas abandonné. Après, je me suis accroché à l'échelle, mais j'ai réussi à faire ce que je devais faire. Mais c'est pas possible en fait. L'abandon, c'est pas pour moi. C'est pas, pour moi, c'est un échec d'abandonner dans ce que je voulais faire. Et Et comme j'aime pas j'imagine que les c'est un échecs, peu ben, le dénominateur commun aux rares personnes qui arrivent à finir le stage commando, non? c'est Parce que ça, c'est ça. si tu as le moindre doute, tu finis pas. C'est ça. Comme on te dit, si tu as un doute, il n'y a pas de doute. Donc, si tu commences à douter Ouais. de toi, c'est mort parce qu'en fait, le doute, il va se voir sur ton visage, il va se voir sur tes performances, et les instructeurs, ils sont assez malins, ils vont mettre le point où là, ils vont mettre pardon, le doigt où ça fait mal. Et après, ils vont te faire douter. Et puis après, pour te faire douter, ils vont faire un petit peu te faire douter par rapport à tes camarades. Donc, tu vas devenir un peu le mec qui va faire ramasser tes camarades de temps en temps, un peu comme Full Metal Jacket, tu sais, à force, à force, à Ouais, force. ouais. Les mecs te disent merci parce que tu as fait un truc, une bêtise comme tout le monde, ce qui est logique, tu es obligé d'en faire, des petites conneries. Par contre, ben, pendant que les mecs vont faire des pompes, toi, tu vas être en train de manger ton bout de pain tranquillement en leur disant allez les gars, et puis ils vont te dire merci, c'est super, allez les gars, merci, c'est super. Donc tu prends tout ça, tu vois, c'est c'est des petits trucs qui font un peu chier, quoi. Et si on rentre un peu dans le détail, parce que bon, déjà, je pense, je suppose que c'est impossible de se rendre compte de l'exigence physique, mentale, enfin, d'un tel stage. Mais concrètement, au jour le jour, c'était quoi comme exercice? Sachant que, encore une fois, pour celles et ceux qui connaissent pas, de ce que, en tout cas, moi j'ai compris en tant que spectateur extérieur, c'est l'objectif, c'est vraiment de vous pousser dans vos retranchements, mais les derniers des derniers retranchements, et de vous faire vivre des situations qui potentiellement pourraient ressembler de loin à des vrais cas opérationnels, c'est ça? Exactement, exactement. En sachant que ce qu'on vit déjà, nous, est très très dur, mais ce serait un dixième de ce qui pourrait arriver Ouais. si ça t'arrive en mission. Donc, on s'entraîne beaucoup là-dessus, et le stage co, il est vraiment révélateur de qui tu es parce que la fatigue, moi, comme on dit, c'est dans la difficulté que tu vois les gens.
y a des gens qui sont super cool, mais une fois qu'ils n'ont pas dormi pendant une semaine, ça devient des connards, ça devient des individualistes, ça devient des mecs qui gèrent pas la pression, donc ils te mettent la pression. Et tout ça dans un groupe, c'est pas possible. Et c'est ce qu'on voit aussi, c'est Ouais. ce qui fait ressortir tout ça. C'est comme je dis, quand on arrive, tout le monde est content, on est super content parce qu'on se connaît un petit peu et tout et tout. Puis après, t'en as un pendant, ça fait 3 jours qu'on n'a pas dormi. Déjà, il change, tu lui dis un truc, il te répond, mais comment dire, violemment. Et tu sais, tu dis, bah, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon, ça me fatigue. Tu vois, et puis il va s'emporter. Bah, ça, tu peux pas parce que c'est que de la fatigue. Mais imagine en mission, quand tu as le stress de la mission, etc., etc., si après toi t'es énervé et que t'envoies chier les mecs, etc., ça peut pas marcher en fait. C'est une chaîne et tous les maillons doivent être hyper solides parce qu'on doit tous compter les uns sur les autres. Et déjà, le tri se fait au stage code du fait que tu comptes à peu près à chaque fois 10% qui sortent. Tu vois, nous, on est rentré donc de ma section du départ qui voulait faire commando marine, donc à Kirkeville, jusqu'à ce qu'on termine le stage commando. On était 73 et on est sorti à 6. Donc Ah ouais. c'est à peu près 10%. Et dans les 6, c'est pas parce qu'on est plus fort qu'un tel, un tel, c'est parce que j'ai su mieux gérer la fatigue, j'ai mieux géré mon physique, mon corps m'a pas fait défaut, c'est-à-dire que même quand j'étais fatigué, ben, même comme tout le monde, hein, en dormant, j'ai réussi à avancer. Tu arrives au stage commando le lundi, tu commences ton stage commando le lundi, tu te couches le vendredi, et entre les deux, tu as entre 4 et 6 heures de semaine ouais, entre 4 et 6 heures de sommeil par semaine pendant 9 semaines et demie. Donc c'est assez Ah ouais. compliqué à gérer parce que les efforts ils sont intenses. Et une journée type, en gros, les premières semaines, c'est essentiellement sur le physique. Donc tu arrives et tu fais des parcours, tu apprends à faire des différentes choses avec ton sac, etc., etc. Tu fais des parcours, des parcours. Donc des parcours, c'est un peu comme des courses obstacles, mais sur des gros parcours commando, tu Ouais. sais, avec pas mal d'ateliers. Donc tu fais ça. Ensuite, tu manges en courant et tu manges ton passage à la rampe où tu vas manger est très rapide. Tu arrives, tu prends ton plateau. Quand tu prends ton plateau, en général, tu pars manger, genre, ils vont te dire, on part manger à 13h. Et ils te disent, il faut être rassemblé au stage commando à 13h20, équipé pour commencer notre parcours, par exemple. Donc, du coup, toi, tu passes avec ton plateau. Pendant que le mec te sert dans ton plateau, tu manges en même temps. Quand tu as fini la rampe, tu continues à marcher jusque là où tu vas déposer ton plateau, mais tu manges en même temps et tu déposes ton plateau et tu repars, en fait. Donc, voilà comment tu fais le truc et tu repars. Tous les déplacements se font en courant. Donc pendant 9 semaines, tu ne marches pas. Si Ça, c'est imposé, hein, c'est c'est ça? imposé, ouais. Si on te voit en train de marcher, Ouais. bah, c'est l'enfer. Donc de toute façon, tu marches pas. Tu cours tout le temps. Et quand tu arrives, tu renvoies sur les parcours. Et puis après, le soir, tu vas un petit peu manger. Et après, tu commences les activités de nuit. Donc tu commences, ça dépend entre l'hiver et l'été, mais on va dire quand il commence à faire nuit en hiver, tu pars à 18h, 19h, tu pars dans les camions. Tu bosses toute la nuit, donc pas mal de choses, que ça soit de la topographie et des manips. Tu reviens à 6h du matin, tu vas déjeuner, tu rembrayes la journée en fait, t'as pas dormi. Et c'est comme ça pendant toute la semaine. Oh la Donc vache! c'est très très dur et c'est pour ça que une des, une des compétences, on va dire, très connues aussi chez les commandos marines, c'est de pouvoir avoir sa capacité de s'endormir n'importe où et à n'importe quel moment, parce que comme on ne sait jamais à quel moment on va pouvoir redormir, et ben dès qu'il y a 1 minute, 2 minutes à prendre, ben on le prend et on s'endort et voilà. Et ça, tu me disais en off que tu as réussi à la garder cette compétence, jusqu'à aujourd'hui? Ouais, alors je sais pas si ça vient de mes compétences ou des îles, parce que je suis originaire de la Réunion. Mais en tout cas, ouais, j'ai gardé cette compétence. Je sais que quand je suis fatigué ou quand j'ai besoin, je peux me mettre dans un coin debout, la tête contre le mur, et je peux m'endormir, je peux m'endormir 2 minutes et je vais récupérer, ça va me relancer pour 4-5 heures, mais ouais, ouais, je peux le faire. Et ça, c'est super intéressant. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est tous ceux qui sont passés par là, donc par ce stage-là, même à travers les différentes années, tout le ressortent. Je prends par exemple le livre de Louis Saillant, Chef de guerre. Il en parle dedans. À un moment, il dit il est au stage para et il y a le responsable, l'adjudant qui attendent pour l'avion. Donc l'avion a été un petit peu décalé, retardé, pardon. Et du coup, il dit bah voilà, ok les gars, en tout cas, on reconnaît les marins, donc les seuls commandos marines, parce qu'en fait, les seuls qui dormaient, c'était les commandos marines. Et ils disent, c'est les seuls qui dorment. Pourquoi? Parce que eux, ils savent que dans leur formation, tout ça, bah, ils savent pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir dormir. Donc dès qu'ils peuvent, bah, faut qu'ils dorment pour récupérer. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Ouais, 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 c'est impressionnant. Et puis tu peux pas le. Je sais même pas en fait comment. En fait, la seule façon de le vivre, c'est de le faire. Parce qu'il n'y a pas de. C'est de le faire ou Parce que même si je te dis, par exemple, tiens, Loïc, ne dors pas pendant une semaine,
Tu vas me dire, ouais, ça, tu peux le faire. Par contre, je veux dire, Loïc, ne dors pas pendant une semaine, mais de 8 heures à midi, tu vas faire l'équivalent de 25 kilomètres avec les sacs en différentes minutes. L'après-midi, tu vas faire l'équivalent de 25 kilomètres. Et le soir, tu vas faire l'équivalent de 25 kilomètres. Et tu fais ça pendant une semaine, sans dormir à tout. Et en plus de ça, je veux que tu fasses ça à chaque fois, tu sois tout le temps mouillé, jamais sec, avec de l'eau froide sur toi, il faut que tu sois trempé. Et en plus avec ça, je veux que je veux qu'on te gueule dessus, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en plus avec ça, je veux que tu manges très peu. Tu vois, là, tu commences à entrer dans les conditions un petit peu, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça que tu peux Donc, pas vivre en fait ces trucs-là. C'est ouais. comment tu peux l'expliquer, comprendre. Tu peux avoir une compréhension de tout ça, mais c'est il faut le vivre. Il y a pas mal de témoignages d'anciens commandos qui disaient que, enfin, genre, en tout cas pour la plupart, visiblement, ce qui était le plus dur à gérer, c'était le froid et le tout le temps mouillé, justement. Vous êtes vraiment tout le temps trempé? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès que t'es sec, dès que t'as un bout de tissu sec, on te mouille. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Une fois, on avait fait une manip, donc une manipulation, c'est un exercice du côté chez des roches du diable, là, vers chez nous. Et, la chaise du diable, pardon. Et on était content parce que je crois que c'était une semaine, on avait été mouillé, mais le soir, tout le monde était sec. Et en fait, il y en a un qui a fait une petite erreur qui était assez bête. Et du coup, en fin de soirée, on avait terminé, il devait être 4 heures, 4-5 heures du matin. On était sec, donc j'ai caressé l'espoir de peut-être m'endormir, ne serait-ce qu'une demi-heure sec, tu vois. Et ben, en fait, ça n'a pas marché puisqu'il a fait une connerie. L'instructeur a allumé les lumières, ils sont descendus, on est tous passés dans le blavet, on s'est trempé complètement. L'eau, elle devait être à 6-7 degrés. Et voilà, c'était, tu vois, j'ai pas, passe pas une seule journée où t'es sec, quoi. Parce que le truc, c'est que vous avez en permanence des instructeurs sur le dos, en fait. Il y a absolument rien qui leur échappe, visiblement. Non, 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 il y a rien qui leur échappe. Tu les as tout le temps, sauf, j'expliquais là dans un partage, un petit récit de partage, justement le contraste dans certaines difficultés. C'est que après, nous, après les quelques jours pas de torture, mais je veux dire de coxage en fait. Le coxage, c'est, on vient un peu te Ouais. malmener comme si tu étais capturé par l'ennemi. Donc voilà, ils viennent faire un petit peu, ils viennent mettre un peu plus de pression, vraiment un peu plus de pression psychologique. Bah, déjà, c'est très, très dur et ensuite quand ça se termine, tu le sais pas, mais quand ça s'est terminé, là, pour nous, en fait, ils nous ont envoyé, on avait entre 50 et 100 kilomètres à faire pour s'échapper. Mais là, les 100 kilomètres, en fait, comme tout le monde part, on part pas tous en même temps et les instructeurs peuvent pas te suivre tout le monde. Si au départ, ils peuvent pas suivre 20 mecs ou 10 mecs Ouais. pendant 50 bornes. Et ben même, tu vois, un truc là, par exemple, demain, tu me dis, bah écoute, tu sors, tu vas marcher là de nuit pendant 100 bornes. Je dis, ouais, c'est bon, je vais pas marcher 3 jours pour faire 100 kilomètres. Et ben après ces 3 jours où tu as été un peu malmené, et ben en fait, c'était trop cool parce que tu sais que pendant 3 jours, tu vas pouvoir souffler parce qu'il y a personne il y a personne derrière toi. Il faut quand même arriver à faire ton nombre de kilomètres pendant ces 3 jours. Mais tu vois, t'es sorti d'un truc hyper dur, on te dit un truc qui est encore Ouais. plus dur, mais en fait, c'est pas grave, allez hop, c'est super en fait. J'ai hâte de partir et de m'évader parce que je vais être tranquille, j'ai pas les instructeurs. C'est le seul Ouais. moment où tu peux souffler. Une sorte de délivrance psychologique. Exactement. Après, il y a une petite semaine quand même au stage commando où tu peux un peu plus dormir. C'est quand on fait de la démolition, tout ce qui est explosif et tout, pour qu'on ait quand même un peu de lucidité pour éviter les accidents. Parce que là, c'est des cours, c'est-à-dire que vous alternez en plus entre cours théoriques et les manips. Ah oui, oui, en fait, tout ce qu'on fait en théorique, on le fait en manip. C'est-à-dire qu'une fois qu'on fait la théorie, par exemple, de la cuve pour descendre en rappel d'un hélico, donc on va dans la cuve, on fait du rappel en hélico, et le soir, on vous dit, OK, rendez-vous 20 h, il y a un hélicoptère qui vient, tac, on va monter, on part là à un endroit, et on va faire du D'accord. rappel en pendulaire de 60 mètres d'un hélico. OK. Donc, si tu as mal Ah là là. révisé, et surtout, le truc, c'est que les commandos, on travaille essentiellement de nuit. Donc, tout ce que tu fais de jour, il faut savoir le faire. On s'entraîne de jour, mais par contre, on le restitue tout le temps de nuit. Ouais. Donc, les nœuds, il faut savoir les faire les yeux fermés. Tous ces petits trucs-là, il faut être vigilant parce savoir que quand tu fais des manips comme ça en hélico, il y a toujours un risque. Hein. C'est pas naturel de jeter d'un avion, c'est pas naturel de jeter d'un hélicoptère. Et comme c'est déjà arrivé, hein, quand c'est en entraînement, c'est pas grave. C'est-à-dire que le mec, il saute avec le rappel, il l'a mal mis et son sac est trop lourd et il se retrouve dans une position où il est bloqué. Bah là, du coup, comment dire, c'est l'hélico qui pose et on vient décrocher le mec et voilà. Mais ça, en entraînement, tu peux le faire. Mais en réel, bon, bah, c'est un peu plus compliqué, quoi. Ouais, ouais. OK. Punaise. OK, et donc tu disais, bah, parcours sans faute pour toi sur ce stage commando de 9 semaines et demie.
Tu dirais qu'il y a une part de chance quand même? Oui. J'ai en tête les blessures notamment. Ouais, moi je pense qu'il y a quand même une grosse partie, il y a quand même une grosse partie chance au niveau des blessures. OK. Voilà, moi je touche du bois, j'ai pas eu de j'ai eu une blessure, mais la blessure là, elle m'a bah, c'est pareil, hein, j'ai serré les dents, en fait sur un parcours évasion, je suis tombé dans les barbelés, j'ai ma main qui a été ouverte un petit peu et du coup ça s'est infecté et juste après je partais sur une semaine, nautique et la semaine nautique en fait, tu encore plus mouillé parce que tu es tout le temps dans l'eau, mais tu es en pleine mer. Donc on fait beaucoup de trucs, voilà, tout le temps et ma main a commencé un petit peu à avec le sel, ça a commencé à creuser et puis ça m'a donné de la fièvre et cetera. C'était un peu en train de pourrir en fait et du coup, ben, je me suis soigné à l'ancienne, hein, j'ai juste mis un bout de Chatterton, tu sais, c'est du scotch noir Ouais, et voilà, mais comme je voulais pas abandonner, il y avait un infirmier qui était avec nous au stage commando qui me donnait, il me donnait des, comment dire, des médicaments pour garder, pour être toujours un petit peu, voilà, et un petit peu éveillé, etc., etc. Mais cette semaine-là, je crois que en une semaine, j'ai perdu 7 kilos. Ouais, ça, j'ai perdu 7 kilos en une semaine. ah ouais. Et c'était très dur. C'était très dur parce que je faisais de la fièvre et j'ai fait les derniers jours, j'étais avec de la fièvre. Mais bon, voilà, j'ai de la chance, tu vois. Il y en a d'autres, ils ont dû être arrêtés parce que moi, j'ai pas fait non plus 45 de fièvre, mais quelqu'un qui commence à faire de la fièvre et qui peut plus, ou alors celui qui va sauter une faute d'inattention, tu vas sauter du camion, bing, tu vas te tordre la cheville, c'est terminé. Tu Ouais. vas descendre le moteur du Zodiac, tu vas te coincer le doigt, ça va t'écraser le doigt. Ben après, voilà, s'il y a un facteur de chance, il y a un facteur de Mmh. chance. Et donc tu te retrouves, 9 semaines et demie plus tard à Ouistreham, ça se faisait là-bas, Non, à ce pas du moment-là? tout. La À l'époque, remise? moi, c'était Non? encore sur le plateau d'appel de l'école des fusiliers marins. OK. En fait, le dernier soir, on vous dit: «Bah, voilà, OK, bravo à tous, rendez-vous demain matin, cirez vos chaussures et cirez vos chaussures, prenez, les bérets verts, que vous avez achetés, vous pouvez les sortir à la pucelle et puis, avec le badge et puis à demain». Puis là, en fait, personne ne Ah, bouge. tu avais ton béret, c'est toi qui avais acheté ton béret à l'avance? Ouais, en fait, moi, j'avais mon Ah béret ouais! vert au bout de 3 semaines parce que j'étais premier sur les parcours au niveau physique. Donc les gars les plus physiques, en fait, au bout de 3 semaines, ils remettaient un béret vert provisoire, ce qui permettait un petit peu déjà d'encourager et puis que tout le monde voit que, voilà, c'est pas inaccessible et puis pour Ouais. moi, c'était une certaine petite fierté parce que quand tu vas manger, tu as ton béret vert dans la poche et sur toi, quand tu cours, tout ça et voilà et puis comme j'étais premier sur le truc physique, c'était vraiment cool. C'était vraiment génial et après quand c'est fini, on va te demander d'acheter ton béret vert, juste à la fin et le lendemain, il y a les familles, tout ça qui viennent, et puis tu fais la remise des bérets verts. Et ensuite, tu as une petite semaine où tu vas passer dans la foulée, tu vas à Pau passer ton stage para. Donc dans la foulée, tu vas sauter OK. en parachute pour être breveté parachutiste. Et une fois que tu es breveté parachutiste, après, tu reviens et tu embarques au commando. Donc embarquer, ça veut dire que tu vas intégrer le commando. Et là, Et c'est pas donc la là, même. comment elle se fait C'est pas la même la histoire. répartition entre les 7 commandos? Alors Enfin moi, les 6 à l'époque? à l'époque, entre les commandos, à l'époque, il y en avait que 4 où on pouvait aller dès le départ, hein. Il y avait que de Montfort, Trépel, de Pinfantonio et Jaubert, puisque commando Hubert, tu peux pas y aller dès que tu sors de cours, il faut que tu sois d'abord Ah sous-officier. OK. Il faut d'abord que tu fasses une période de commando et que tu sois officier marinier, donc second maître, pour pouvoir poser après le cours nageur, pour ceux qui veulent faire D'accord. ça. Et donc du coup, en fait, quand tu sors, bah, c'est un choix. On te dit, voilà, il y a 2 places à Pinfin, il y a une place à Montfort, il y a une place ceci, cela. En général, par tradition, les plus forts, entre parenthèses, les premiers du stage co, vont à Montfort. On a toujours dit à Montfort, c'est les plus forts. Donc c'est le commando un peu plus, les bonnes mules et puis très tradition, tout ça, vraiment, voilà, un bon commando. Donc et après, c'est en fonction de là où il y a de la place. Et après, si tu as de la chance, ben, tu choisis, tu peux demander là où tu veux aller. Donc moi, quand je suis arrivé, j'avais demandé l'escouade assaut. Et je me rappelle, quand je suis arrivé devant le commando, c'était juste avant d'intégrer le commando, parce on avait presque un mois, on n'était pas avec les commandos, parce que moi, quand on arrivait au commando, il y avait pas mal de commandos qui étaient en mission, donc on a été pris en compte avec d'autres commandos qui nous repréparaient physiquement avant d'arriver au commando, tu vois. Donc c'était OK. encore, Ah mais ouais. vraiment ambiance là, t'es plus élève là maintenant, tu rentres au commando, mais par contre, te montre vraiment comment ça va être. Et je suis arrivé au garde à vous devant Pinfin. Et là, il y a un mec d'un mètre 95 qui est sorti, qui m'a dit qui c'est Palassi. Donc, je lève la main. Il me dit ah ouais, c'est toi qui veux venir à l'assaut dans notre groupe. Je dis oui, oui, c'est moi, second maître. Ok. J'espère que tu es affûté et j'espère que tu fais tes 80 pompes, tes 20 tractions et tes ceci et tes cela. Et bah, on t'attend
on t'attend de pied ferme, en fait. Et j'ai OK, très bien. Et puis voilà, donc il te met une putain de pression dès le départ. Tu te dis waouh, et puis déjà, le gabarit, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc de fou. Et tu fais tout ça. Et après la semaine, tu embarques donc au commando. Et là, quand tu embarques au commando, une présentation escouade qui se faisait à l'époque, qui peut-être se fait encore dans certains commandos, ça dépend du temps, je pense, et de comment ça évolue au niveau de tout ça. Mais tu avais une présentation à faire, et la présentation, c'est pas bonjour, je m'appelle Teddy, voilà, j'arrive de là, j'adore le sport, j'aime lire, c'est pas du tout ça. C'est une présentation escouade, en fait, c'est où tu fais tes max de performance physique dans chaque groupe. Donc à l'époque, Ah ouais. les commandos étaient constitués tous pareils. Ça veut dire que c'était dans un commando, tu avais une escouade appui. Donc appui, c'était notamment les tireurs d'élite, ceux qui avaient le mortier, tout ce qui était tireur longue distance. Tu avais un commando assaut. Assaut, effraction, extraction, c'est tous ceux qui arrivaient et qui, Qui quand il vont y au avait un charbon. truc, qui vont au charbon dans la foulée, qui descendent encore de liste, qui récupèrent la personne, qui repartent, et voilà. Tu avais une escouade reco palmer, donc c'était tous ceux qui faisaient plus les reconnaissances de plage et qui permettaient, quand on arrivait avec des zodiacs, d'aller reconnaître la plage, de prendre la plage pour qu'on puisse arriver tranquillement avec les zodiacs. Et tu avais une escouade ECT qui est une escouade de commandement. C'est là où aussi, quand tu arrivais en fin d'affectation et que tu partais pour un nouveau cours, bah, tu allais là un petit peu pour te reposer. Donc c'était un truc assez tranquille. Et ben, quand tu arrives, en fait, tu fais ton maxi devant chaque escouade. Et à savoir que les D'accord. escouades, dans chaque escouade, t'as des bonnes mules, tu as des mecs qui ne connaissent pas, parce que à savoir que quand tu vas arriver dans un groupe, tu seras tout le temps avec ton groupe. Donc l'autre escouade, c'est dans le même commando, mais c'est pas ton groupe. Donc les mecs, c'est pas tes potes. Ils bossent pas avec toi. Mais il y a quand même une bonne entente. Je veux dire, t'es pas exclu, mais je veux dire, c'est pas ton groupe, Ouais. en fait. Donc quand tu arrives, tu toques, etc., etc. Et moi, en fait, je suis arrivé à l'escouade, je suis arrivé dans mon groupe, j'ai fait ma présentation escouade, donc là, je te passe les détails, hein, c'est une présentation escouade un petit peu comme ce que tu as pu voir peut-être dans le film Lonely Survivor, où le mec est en train de danser, fait une chorégraphie, il danse, il explique pourquoi il a voulu, voilà, c'est différentes choses, tu vas chanter, te font rentrer dans un caisson, ils mettent une pièce, il faut que tu chantes une chanson, et puis voilà, ça c'est le côté un peu ludique. Et après, la performance physique, bah, faut faire, moi, pour aller à l'assaut, quand je suis arrivé à l'assaut, il fallait que je fasse minimum 20 tractions, 120 pompes en une seule fois, et non, ouais, 120 pompes, je crois, et à peu près 160 ou un truc comme ça d'abdos. Donc ça, tu le Ok. fais. À savoir que tu le fais, tu es en tenue 22 avec ton petit pompon de matelot, hein, t'es pas en tenue de sport. Donc c'était assez marrant. Et une fois que tu as fini, on te dit, OK, bah maintenant tu vas à la reco et tu vas toquer là-bas. Et là, je terminerai juste avec la reco. Quand je suis arrivé à la reco, j'ai toqué. Et le mec qui m'a ouvert, c'était un ancien bodybuilder qui avait gardé des restes de bodybuilder, qui était à la reco, qui faisait 1,90 m c'était quelqu'un originaire de l'Est, je crois, parce qu'il avait vraiment, bref, il était un bon bébé. C'est lui qui m'a fait rentrer, et là, bah là, c'était un petit peu différent. Déjà parce que j'arrivais plus à faire mes mains tractions, puisque je les avais fait la première fois et j'étais cuit. Et là, donc, je crois, je suis parti, je crois que je suis mouillé, etc. Voilà, tu fais ça. Et après, tu as encore une escouade, et après, voilà. Mais ce qui est marrant, tu vois, de tout ça, ce que je retiens, c'est je retiens que le midi, quand on est parti manger, bah, je vois tous mes potes ceux qui ont embarqué à Montfort, ceux qui ont embarqué à Trépel, tout ça. On s'est tous vus avec la transpiration, tu sais, dégueulasse sur le visage, notre Ouais, plateau ouais. qu'on avait du mal à tenir parce qu'on avait mal au bras. Et on s'est dit, putain, les gars, ça y est, je crois que là, c'est parti. Et on rigolait, en fait, parce que c'était marrant de se retrouver et de se voir comme ça que, bah voilà, quoi, ça va être dur. Ça va être dur. Et je lis souvent à propos de la vie dans les commandos que en fait, le stage, c'est que le début. Et que, tu vois, on pourrait croire pour les civils que c'est l'épreuve la plus dure que tu as à faire. Et puis, une fois que c'est fait, c'est fait. Et c'est fini, puis tu es opérationnel et voilà. Mais visiblement, c'est jamais fini en fait. Bah, Il y a systématiquement des épreuves. ouais, exactement, c'est jamais fini. Et puis après, on peut comparer ça, par exemple, à un pilote de Formule 1 qui va se former. Il va se former Oui, pour devenir pilote. Et après, il va commencer à faire les vrais grands prix de Formule 1. C'est pas pareil. Donc, les sélections, j'ai envie de dire, c'est comme pour toutes les sélections. Donc, tu fais une sélection qui est dure, drastique, et puis en même temps très très dure, physiquement, mentalement, physiologiquement, tout ça. Mais après, quand tu arrives, tu es avec des mecs certains ont fait la guerre, certains ont fait des trucs de fou, les mecs rentrent de cours, des mecs qui rentraient de Guinée, etc., etc., et cetera, et qui ont un rythme opérationnel. Avec, quand tu arrives quand t'arrives dans le groupe, tu as des armes qui sont sur les tables, tu as des munitions, c'est le vrai monde opérationnel.
Donc toi, Ouais. ça, tu le vois pas au stage co. Toi, stage co, t'es en stage, tu fais un stage. Le but, c'est on te presse pour sortir du stage, mais t'as pas encore rencontré t'as pas rencontré des opérationnels qui sont encore sur le terrain, quoi. Donc quand tu arrives, c'est ça qui fait bizarre quand tu arrives dans le groupe, tu dis waouh, putain ouais, en fait, ah ouais, ok, le mec il te demande une fois un truc, il faut, comme on dit, ça décoince dans la foulée, quoi. Il est pas là, ils font pas dans le social, hein. Si tu fais pas l'affaire, ils te virent. Et puis voilà, parce qu'après t'es encore un petit peu c'est encore une petite, un petit peu une année probatoire, etc. Où tu peux te faire quand même virer, hein. T'arrives en groupe, si tu fais pas Ah l'affaire oui. en groupe, ils te virent, hein. Ils te disent bon bah tu dégages, t'es pas fait pour être commando. Donc c'est bien, t'as ton béret vert, bah prends-le avec toi, rentre chez toi et puis voilà quoi, ça s'arrête là. Ah ouais, carrément, tu as une année probatoire après le stage? Ah bah t'as une année, oui, t'as plus ou moins une année probatoire si. J'ai envie de te dire, c'est même pas une année probatoire, c'est une affectation probatoire. Si tu fais pas l'affaire à un moment ou à un autre, tu vas pas rester en groupe en fait. D'accord. Parce que ce qu'il faut prendre en compte, c'est que dans ces unités-là, toutes les unités, commando marine, GIGN, RAID, etc., etc., chaque truc que tu vas faire, tu engages ta vie et celle des autres. Ouais, ouais. Donc tu peux pas te permettre, comme on dit, et ça c'est, moi je l'ai toujours aussi, c'est quelque chose que j'ai toujours en moi, et cette phrase, voilà, je la ressors tout le temps des fois quand je discute avec des mecs ou même maintenant au boulot. Genre, tu peux faire une erreur une fois, mais jamais deux fois la même. Donc voilà, à partir de là, tu as tout compris. Bonne philosophie. Et ouais. Si ouais, ouais, Mais ouais. parce qu'on engage notre vie. Après, si c'est pas grave, c'est-à-dire Ouais, que si ouais. tu fais une erreur d'imprimante et que tu as imprimé et tu as bousillé une cartouche d'encre noire, bah c'est pas grave, tu vas changer la cartouche d'encre noire. Par contre, si tu as fait une erreur et puis tu as ton collègue qui a pris une balle ou tu as ton collègue qui est décédé, ben c'est fini quoi. Ouais, c'est pas le Et même puis si game, ouais. c'est qu'un Ouais, mec, si c'est plusieurs mecs, ouais. tu vois, je sais pas s'il y a, il y a un bouquin que je t'invite aussi à lire, et puis ben ceux qui écoutent le podcast, c'est un ancien SEALs qui s'appelle Jocko Willink et qui a écrit un livre qui s'appelle la responsabilité absolue. Ah, je connais pas Et en celui-là. fait, il explique que quand tu es chef, lui, à travers son expérience, dans cette partie chef, tu as une responsabilité absolue de tes hommes par rapport à ce que tu leur demandes. Et je trouve que sa philosophie, elle est bien. Et il y a beaucoup qui le font aussi dans le management de certaines entreprises. C'est que quand tu demandes quelque chose à ton gars et que ton gars ne réussit pas, c'est pas que ton gars est mauvais. C'est peut-être que toi, tu n'as pas réussi à lui faire comprendre ce que tu voulais. Mmh. Et lui, en fait, il explique avec comment dire, une mission qu'ils ont fait en Afghanistan où ils ont fait un tir fratricide, ils ont commencé à se tirer dessus. Donc quand ça a stoppé, ils ont arrêté la manip, etc., etc. Et dès le départ, les mecs, en fait, quand il fallait forcément, comme on dit, il y a un parapluie qui s'ouvre et puis il y a quelqu'un qui va ramasser, c'est normal. Et donc du coup, il y a un des premiers mecs qui dit bah voilà, c'est de ma faute parce que j'ai pas décalé mon tir à droite, tout ça. Et puis Joko, il lui dit non non, il me dit c'est pas de ta faute, il y a pas de problème. Et puis il y en a un autre qui dit ouais mais en fait moi aussi parce qu'à la liaison radio j'ai pas entendu donc j'aurais dû dire non non mais c'est bon c'est pas de ta faute non plus. Et en fait quand après il est parti, il a dit à tous ses opérateurs, tous ses hommes que c'est lui le responsable. C'est lui, c'est voilà, c'est son rôle. Et c'est quand il est parti voir les chefs, quand les chefs voulaient forcément un nom, il a dit bah voilà, s'il y a quelqu'un, c'est moi. C'est moi qui suis responsable de mon équipe. Si ils n'ont pas compris tout ça, c'est parce que mes ordres n'étaient peut-être pas assez clairs. Donc voilà, j'en prends la responsabilité. Et s'il y en a un qui doit être puni ou viré, bah c'est moi. Et il est vraiment bien ce bouquin. Bah, écoute, je regarderai. Je regarderai. En tout cas, j'aime bien le message et l'approche. Et ouais, c'est clair ce que tu dis, tu vois? C'est vrai que, quand tu y réfléchis un peu, oui, une erreur, quand tu es commando marine, a peut-être pas forcément le même impact, la même portée que de tromper d'imprimante pour sortir ton PDF, ouais. Ouais, C'est clair. c'est ouais, c'est hyper important. Et moi, je trouve que même si au départ, quand il y es, tu dis putain, c'est quand même assez dur ce qu'ils font, etc. Et puis pourquoi tout ça? Après, voilà, avec toute l'histoire et tout ce qu'il y a déjà eu, tu te dis, mais en fait, c'est que dalle, quoi. C'est que dalle entre le mec qui va te crier dessus au stage co et physiologiquement, il va te mettre les larmes aux yeux parce qu'il va parler qu'il a, je sais pas, moi, il va parler qu'il a attrapé ta copine, j'en sais rien, il veut dire n'importe quoi. Mais je veux dire, mais il faut imaginer que dans la vraie vie, si tu te fais capturer, le mec, il va pas parler de ta copine. En fait, il va arriver avec une pince, il va t'arracher une dent, il va t'en arracher une deuxième, il va te couper un doigt. Voilà, Ouais, ça n'a rien à voir, quoi. ouais, Donc, si déjà là sur le stage co, les mecs n'arrivent pas à tenir sur des trucs très simples, en sachant que c'est un stage, parce qu'ils vont pas te tuer, même ouais, si c'est dur, bah t'imagines, ouais, voilà, ouais, c'est clair, c'est pas fait pour quoi. c'est clair.
J'ai tellement de questions là. Mais peut-être avant qu'on enchaîne quand même un petit peu parce que, L'heure passe. voilà, j'ai pas envie de te saouler trop avec mes questions sur les commandos, mais peut-être pour finir là-dessus, 2 questions. La première ce serait, pourquoi Parfum-Tegno? Parce que tu nous disais que tu as commencé par Parfum-Tegno. Est-ce qu'il y avait un truc en particulier qui t'attirait chez eux? Alors, Parfum Antonio, c'est très marrant, c'est que quand j'ai commencé mes classes, j'ai rencontré un super pote, Olive, et lui, en fait, il était du côté de Bergerac, et il me disait que il avait un ami à lui, je crois, qui était au commando de Pinfantonio, un ancien, tout ça. Et quand on est ensemble, et je trouvais le mot, le nom de Pinfantonio, j'aimais bien. Je trouvais que ça faisait classe, en fait, de Pinfantonio, OK. tout simplement. Et donc, du Tout coup, simplement. on s'est dit, eh ben, on va tout faire pour aller au commando de Pinfantonio. Tout simplement. Excellent. C'est un truc, parce qu'on voulait être ensemble au commando. Il y a juste ça. Ouais. Et après, quand j'ai regardé les différentes histoires, voilà, de Pinfantonio, bon, comme Trépel, comme tout, ils ont leur histoire. Mais voilà. Et après, dans la réalité des choses, quand tu arrivais à cette époque au commando, tu avais des commandos, entre parenthèses, où c'était une ambiance très, très, très rude, très dure, tu sais. Notamment Montfort. Montfort, quand tu arrivais à Montfort, bah, par exemple, dans l'escouade d'Amarius, je crois que c'était la 4, si je me trompe pas, Ouais, exact, ouais. c'était des groupes qui étaient très très durs. Et quand t'arrivais là, fallait être solide mentalement encore plus et solide aussi physiquement parce qu'il y avait des bons mulets. Et c'était une autre époque. Trépel, tu avais aussi quelques groupes de Trépel où c'était le commando Trépel était aussi réputé où voilà, tu avais comme on dit, tu avais des bonnes machines de guerre chez nous, des bonnes brutasses. Et quand tu arrives au commando, quand tu parlais de Pinfantonio et Jobert, c'était différent. Pinfantonio, c'était pareil, dur, des bons bonhommes, etc., etc., mais beaucoup plus cool dans le sens où peut-être que tu faisais moins de conneries quand tu arrivais en tant que jeune, tu vois. Là où, par exemple, les mecs de Montfort, ils pouvaient dormir encore une semaine sur le terrain pour qu'ils ramassent encore un petit peu plus pour les forger un petit peu leur caractère. À Pinfin, c'était peut-être différent. On ne faisait pas dormir une semaine sur le terrain. Tu vois, il y a des petites choses comme ça. Donc, Ouais. c'était un peu plus. C'était pas plus cool, mais il y avait des mecs. Il y avait quand même, j'ai pas envie de te dire plus d'intelligents, mais c'était différent. C'était pas les mêmes profils, on va dire. Et quand tu arrivais Moins à rugueux. Jobert, bah Jobert, c'était plus. On sait que Jobert, c'était plus les mecs qui faisaient du surf, de la chute, un peu free fly, les mèches longues, les mèches décolorées, les grandes pattes. C'était l'image qu'on avait de tout ça. Donc OK. voilà, donc naturellement, mais en fait, après avec du recul, tu t'y fais aux 4, hein. Mais je veux Ouais. dire quelqu'un qui sort du stage co et qui déjà était un petit peu, même à la fin du stage co, ça arrive aussi, à la fin du stage co, le mec il a fini son stage co, il arrive au commando, tout ça, il voit un petit peu la pression parce que là maintenant il arrive avec les opérationnels, il peut avoir un petit doute en se disant putain mais est-ce que je veux faire ça? Parce que c'est vrai que là, tu vas te retrouver avec des vrais hommes, des mecs, machin, et puis en plus, on te dit que tu vas arriver à Montfort, et puis à Montfort, tu vas tomber avec des légendes qui sont encore en place. Waouh, tu te dis, putain, c'est pas possible. Donc voilà. Ah, ça arrive qu'il y ait des gars qui soient sortis, une fois, le béret vert dans les mains? Oui, ah oui, oui, ça arrive fréquemment, hein. Ça arrive fréquemment. Moi, quand j'étais assis sport de combat, j'ai des jeunes qui sont arrivés, qui avaient terminé le stage co, et ils ont fait 2 semaines et ils ont quitté. Parce qu'en Ah fait, ouais? ah oui, oui, bah, quand ils sont arrivés, tu sais, ça va, quand t'arrives, ça passe surtout maintenant et même avant, mais quand t'arrives, je veux dire, il y a quand même un gros fossé. C'est-à-dire que le stage co, c'est une préparation, c'est un stage pour te former, comme je le répète. Après, quand tu arrives, c'est un métier. Donc, quand tu arrives, Ouais. mec, bing, on va tirer, machin, ok, ton tir, règle ton arme, bam, bam, bam. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Oui, machin, ce soir on fait ça, telle manip. Ok, ta copine, dis-lui que tu reviens dans 2 mois, là on part, machin. Mec, il dit, bah non, en fait, j'ai pas prévu, tu vois, j'avais pas prévu de partir quand j'arrive, j'ai pas prévu de partir 2 mois quand j'arrive. Ah ouais, ok, non, mais si, tu vas partir 2 mois. Et puis en plus, quand tu vas revenir de 2 mois, si il y a le cours là, tu vas repartir un mois peut-être à Saint-Mandrier ou à l'école de plonge, etc. Parce que, puis voilà, il y a tout qui s'enchaîne. Et puis le mec, il dit, bah non, en fait, non, non, c'est pas fait pour moi, en fait, c'est pas possible. Pas possible. Waouh. Puis en plus, t'as la pression. Tu vas pas tirer, bam, 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 ok, c'est cool, tout le monde a tiré. Non, tu tires. T'as intérêt d'être bien dans ton tir. Si t'es pas bien dans ton tir, pourquoi t'es pas dans ton tir? Donc améliore-toi. Si tu t'améliores pas, bing, on te met la pression pour que tu t'améliores, pour que tu deviennes encore meilleur, meilleur, meilleur. Donc t'as quand même une pression psychologique quand t'arrives, qui dure jusqu'à ce que tu deviens ancien jeune. C'est-à-dire que t'es jeune, mais après tu deviens ancien quand t'as fini la mission à Djibouti où on vient te tordre ton badge. Donc ça, c'est une cérémonie entre nous qui veut tout dire. Et là, quand tu reviens à Lorient avec ton badge commando marine qui est plié, c'est que tu passes ancien chez les jeunes, en fait. Donc là, ça y est, on te lâche un peu Ah, le je connaissais badge. pas ça. Ouais, ça, c'est mythique. C'est pour ça que quand tu regardes sur les bérets verts des commandos, t'en as certains qui ont le badge plié, et chez les jeunes, il est pas plié, il est tout droit.
Et ça, c'est quelque chose qu'on fait une fois que tu D'accord. fais certaines missions, on vient te plier ton badge. OK, et c'est une mission obligatoire pour tous les commandos qui vient valider un parcours ou quelque chose comme ça, C'est c'est ça, ça? en général, après ton premier Djibouti à l'époque, parce que maintenant, les missions à Djibouti, les mecs partent 4 mois. Je crois que c'est 4 mois. Et certains partent 2 mois. Et moi, à l'époque, les premières missions que j'ai, quand je suis arrivé au commando, on partait 6 mois en mission. Donc, quand Ah tu avais ouais. fini tes 6 mois de mission, donc tu avais fait 6 mois avec les gars, etc., etc., avant de rentrer en France, on venait te tordre ton badge. Et voilà, tu passais ancien, tu avais fait ta mission à Djibouti. Donc, je peux te dire que quand tu Waouh. arrivais après pour manger, avec tous les jeunes qu'il y avait, tu étais content. Ouais, ouais, waouh. Eh ben, peut-être alors dernière question cette fois, c'est Ouais, c'est ça, promis, tu m'en avais dit 2 là. Tu m'en as dit une, il y a le deuxième. sur la partie, sur la suite en fait, avant qu'on bascule sur ce que tu fais aujourd'hui. Sans rentrer dans les détails, hein, parce que sinon je pense on pourrait faire 15 épisodes dessus, mais, qu'est-ce que toi tu as retenu de toute la phase, une fois que tu as passé le stage, que tu as intégré, Commando de Pinfantegno, de toutes les missions que tu as pu faire, qu'est-ce que tu as retenu? En quoi est-ce que tu es sorti différent de tes 8 années, d'opérateur? Moi, en fait, ce que j'ai retenu, donc dans mes missions, moi, j'ai pas fait des missions périlleuses. C'était beaucoup de missions d'entraînement et quelques missions opérationnelles, mais pas les mêmes que les guerres qu'on a depuis 2006 avec l'Afghanistan et tout ça. Moi, vraiment, ce que j'ai retenu, c'est on est une meute de loups avec des caractères très très forts, tous, et, euh, et de ces caractères naît une sorte de... comment je pourrais dire ça? C'est un peu contradictoire parce qu'en fait, on bosse ensemble, on est prêt, on a tous notre vie qui est entre la main des autres, mais on n'est pas tous potes en fait. Mais du coup, D'accord. le fait d'aborder ça et de le savoir et de travailler ensemble, bah, ça passe. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué qui est possible dans l'armée et qui est très compliqué dans le civil. Dans le civil, quand tu bosses, si t'aimes pas un mec, bah t'aimes pas un mec, et puis en plus, si tu peux essayer de Ouais. le niquer, tu vas essayer de le niquer. Tu vois? Alors que nous, dans le mili, si t'aimes pas un mec, ça peut arriver, mais malheureusement, ce mec-là, il est dans ton groupe, parce que c'est son groupe, et donc du coup, quand tu vas partir en mission, bah ça devient ton frère d'armes. Donc même si t'as pas plus d'affinité avec lui, parce que je sais pas, peut-être que le mec, tu le supportes pas, tu le trouves un peu frimeur, ou tu le trouves un peu abus de sa personne, mais c'est pas grave, le jour J, le mec, il est là pour te défendre, et toi, t'es là pour le défendre. Ouais. Et c'est ça qui est toujours compliqué à comprendre quand tu es à l'extérieur, c'est de dire mais comment ça vous êtes pas tous potes? Pourtant quand je vois les films, tout le monde est non, on n'est pas tous potes. J'ai des commandos en fait, même dans le même commando, jamais vu leurs enfants, jamais vu leurs femmes, on n'a jamais bu un verre ensemble, à part quand on est en mission. Mais sinon OK. après dans le civil, chacun a sa vie quoi, chacun ses amis, on n'est pas tous ensemble. Donc Ah, moi c'est c'est vrai que, tu vois, ça vient un peu casser une image que j'avais, en tant que civil, tu vois? C'est par rapport justement, aux films, aux documentaires, c'est la première fois que j'entends ça. Après, ça paraît évident quand tu le dis, tu vois? Tu peux pas forcément avoir des affinités avec tout le eh monde, ben mais ouais, mais ça paraît évident parce que ouais. on est comme tout le monde, on est des êtres humains. Après, Ouais, ouais. et ce qui est compliqué, c'est de se dire, c'est un métier en fait. Donc dans le métier, mais comme tu risques ta vie, bah voilà, il n'y a pas de place pour l'individualisme. On joue collectif, Ouais. mais après, quand je dis on s'entend pas, après même dans le civil, on se fait pas on se fait pas de mauvais coups dans le civil. Hein. Il y a pas du tout de ça. Mais tout simplement, voilà, dans le civil, bah tiens non, je le vois pas le week-end parce que voilà, il a sa vie, il a sa famille, il a ses amis, et moi c'est pas mon ami en fait, c'est mon frère Ouais. d'armes. C'est pour ça qu'on dit souvent frère d'armes. D'accord. Donc voilà. Et moi, ce que j'ai Super retenu de ça, intéressant. de ces 8 années d'expérience, c'est vraiment, bah voilà, les valeurs du respect, l'humilité. Ouais. J'ai travaillé avec des mecs qui sont même encore en ce moment au commando, mais tu les rencontres, ils sont très très humbles, mais après quand tu sais ce qu'ils ont fait dans tout ce machin, tu te dis waouh, c'est incroyable, c'est pas possible. Et de toute façon, je pense que c'est dans l'humilité qu'on reconnaît les bonnes personnes, et on sait qui est qui en fait, tu vois. Quelqu'un Mmh. qui arrive pas d'ouvrir sa gueule en disant ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ci, je suis ceci, je suis cela. En gros, après, quand tu creuses, c'est quelqu'un qui a pas fait grand chose. Mmh. Parce qu'une fois de plus, on sait que si tu as fait des choses, c'est pas la peine de le raconter parce que déjà personne comprend. Et en plus, c'est pas. Y a rien à raconter vraiment en fait. Faut le vivre. Ce que tu viens de dire, quand tu as fait les choses, enfin, les gens comprennent pas forcément. Ça m'amène du coup à la suite, c'est une super transition. Comment est-ce que toi tu as géré, comment est-ce que tu as géré ça, ce retour dans le monde civil après, 16 ans dans l'armée, mais 8 notamment, je suppose très intense? Bah, en fait, moi,
très bien vécu. Pourquoi? Parce que même si j'étais après même quand je suis rentré dans les forces spéciales, je suis resté moi-même, en fait. Je suis resté Teddy, Palassis, ce garçon qui a toujours été émerveillé par plein de choses et qui a toujours voulu, faire des nouvelles choses, en fait. Toujours, mais à chaque fois qu'il décide de faire quelque chose, il va jusqu'au bout. Et après, il change s'il a envie de changer, mais je veux dire, et comme j'ai gardé ça, bah, quand j'ai fait le cours moniteur de sport, ben, dans le moniteur de sport, tu travailles avec des civils puisque au départ, quand tu deviens un jeune moniteur de sport, tu travailles, tu fais comment dire, pour les enfants des militaires, tu peux surveiller les enfants et donner des cours de tout ce qui va être de piscine à la piscine, etc., etc., des cours d'escalade en fonction de ce que tu as choisi comme spécialité. Moi, je faisais spécialiste escalade, donc tu donnes des cours à des gamins, tu fais des compétitions sportives avec la marine et tout, donc tu rentres un petit peu dans un milieu qui est déjà plus opérationnel en fait, qui est plus le même. Ouais. Donc tu t'adaptes un petit peu à tout ça. Et nous, en plus, dans le milieu, on dit toujours, surtout chez nous, voilà, s'adapter, c'est dominer. Donc moi, j'ai une capacité à m'adapter assez rapide. J'apprends vite, comme je dis, hein, je suis passionné, donc si ça m'intéresse, j'apprends très très vite. Et du coup, moi, je l'ai très bien vécu. Et surtout, même si voilà, c'est pas, je pense être quelqu'un d'assez humble quand même, donc je me suis jamais pris la tête à me dire voilà, j'ai fait ça, donc je suis un tel. Non, je suis rien en fait. Je recommence. Ben, apprends-moi, c'est pas grave. Moi, je connais pas. Je rentre dans un nouveau truc où je fais quelque chose de nouveau. Bah ouais, je connais pas, c'est pas grave. Je sais pas, tu vois. Et c'est ça qui est dur. Il y en a certains Ouais. non, qui ont du mal parce que il y a l'ego hein, qui fait que cet ego prend le dessus et tu dis bah non, c'est pas possible. J'ai fait ça, je vais pas me retrouver à prendre des cours avec un jeune de 25 ans qui a rien fait de sa vie et qui va m'apprendre à faire ça, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à s'adapter, on va dire, à la vie civile. Et aussi, à la vie civile aussi, en fonction de ce que tu as fait dans le militaire, bah après, pour certains, c'est pas compatible, notamment avec la mentalité des personnes qui vivent dans le civil. Tout ce qui concerne, tu vois, la mentalité, je sais pas, mais on va dire tout ce qui est les grèves, les syndicats, les trucs comme ça, tu sais, Ouais. on a du mal à adhérer à tout ça, tu vois, parce qu'on on J'imagine. pense, on pense différemment. Et c'est pas. c'est- Moi, je pense comme ça parce que voilà, je suis resté toujours le même aussi au fond de ça. Mais tu vois, là, j'ai pris le train là, il y a pas longtemps. Je suis arrivé à la gare et il y avait deux mecs qui s'occupent de la propreté ils avaient mis un grand drap blanc marqué service de propreté en grève. Et tu vois, et c'est rien en fait. Il a le droit, le mec, il fait la grève. En France, on peut faire la grève. Mais honnêtement, moi, c'est un truc en fait. C'est pareil, c'est une histoire de je sais pas envie de te dire de valeur, mais de logique et de dire, mais je sais pas, vous faites grève, vous savez ce qui se passe actuellement en fait. Il y a une pandémie mondiale, il y a des gens qui vont peut-être perdre leur boulot, qui sont au chômage partiel, ils ne savent pas s'ils vont avoir un travail, ils savent pas comment ils vont faire pour payer leurs dettes pour ceux qui ont des entreprises, ceux qui ont des maisons qui peuvent plus payer pour X raison. Et vous vous mettez en grève. Je comprends là, je peux comprendre hein, qu'il y ait une grève, mais je pense qu'actuellement, des trucs comme ça devrait même pas traverser l'esprit en fait. Mais comme nous déjà, l'armée, on fait pas de grève et c'est pas des trucs, c'est-à-dire qu'il y a pas de grève, il y a pas d'horaire, on est corvéable à suer, donc voilà, dès qu'il faut partir, peu importe, tu es toujours disponible et tu es toujours volontaire, bah ça, tu vois, tu as du mal un peu à le comprendre. Ouais. Donc moi, je le comprends, c'est pas dire que je l'accepte, mais je le comprends. Et tu en as par contre qui le comprennent pas, tu vois, ça va pas le faire du tout en fait. Bah, ça, c'est clair que quand tu as passé, quelques années dans un environnement où, bon, les grèves, c'est un exemple, mais, tu vois, où tu as comment dire? Une certaine forme de rigueur et où globalement, c'est normal de prendre sur toi et de te faire un peu mal pour le groupe. J'imagine que le retour dans le civil où c'est pas forcément l'approche, générale, ça peut être, carrément compliqué, ouais. Ouais, ouais, c'est super dur et du coup, voilà, et du coup, c'est pour ça qu'il y en a quand même beaucoup après qui repartent et qui restent dans le même domaine en fait, dans le domaine un petit peu Ouais, sécurité militaire, ouais, ouais, parce ouais. que c'est comme on dit chez nous, il y en a certains, de moins en moins maintenant parce que les jeunes aussi ont changé, mais il y en a beaucoup qui sont quand même incompatibles avec la vie civile. Mmh. Ça, c'est une réalité. En tout cas, toi, tu es clairement un exemple de réussite en termes de transition, puisque, bah, tu as un paquet d'activités aujourd'hui, donc tu en as mentionné une. Je ne sais pas si c'est la principale d'ailleurs en termes du temps que ça te prend. Ouais. Tu nous parlais de cross call, mais c'est pas la seule chose que tu fais. Tu es plutôt carrément actif.
Donc, à quoi ça se résume aujourd'hui? La semaine type d'un Teddy, c'est organisé comment? Alors la semaine type d'un Teddy, c'est que maintenant donc moi je suis chef de projet chez Crosscall, chef Mmh. de projet sport, donc je m'occupe de toute la partie, un peu sportive, chez Crosscall. Mon rôle, quand je suis arrivé, c'était de créer une politique sportive avec quelque chose de nouveau dans notre nouveau bâtiment qu'on a fait construire. Donc j'ai créé une salle de sport qui me ressemble chez Crosscall, une petite zone de small group training où, tous les jours, j'essaie d'encadrer à chaque fois une petite séance pour les collègues de travail. Et quand je peux pas, quand je suis en déplacement, c'est d'autres qui peuvent encadrer maintenant et même faire des séances, puisqu'on a, voilà, il y a plein de choses, il y a des TRX et tout ça. J'ai réussi à convertir, si tu veux, plus de 70% du personnel maintenant dans l'activité, dans la société qui pratique du sport, donc Ah des gens même génial! qui ne pratiquaient pas à la base. Donc moi, mon kiff, c'est vraiment de les mettre en mouvement, parce que ça va avec tout, et comme l'entreprise est une entreprise jeune et tout, c'est vraiment, vraiment génial. Et en même temps, quand je suis arrivé chez Crosscall, on avait Cyril Vidal avait une idée autour d'un projet, d'un projet sport, mais qui peut-être l'idée germe chez Crosscall et peut-être et normalement par la suite sortira certainement de Crosscall. Et j'ai rencontré une autre personne qui s'appelle Lilian Doza, qui est un aventurier au grand cœur. C'est quelqu'un qui est pas, à la base, c'est pas un grand sportif, mais c'est quelqu'un, pareil, qui se donne des challenges chaque année, sans être un grand sportif, mais chaque année, il se donne un challenge. Et là, il vient de rentrer. Là, il a traversé avec un collègue à lui l'Atlantique à la rame pendant 2 mois. Là, ils ont fait ça, donc c'était cool. Excellent. Et du coup, en réfléchissant tous les deux, on a cofondé Andonora, qui est l'acronyme de endorphine, Mmh. dopamine et noradrénaline. Et en fait, c'est quoi? C'est juste, on a créé quelque chose de nouveau, d'unique. C'est comme si c'est un mélange en fait d'outdoor, d'humain et de technologie. En gros, on est capable de créer des parcours un peu partout maintenant dans le monde, même si là on se focalise sur la France et quelques pays d'Europe. Mais on crée des points de départ, et à partir de ce point de départ, avec ton téléphone, lorsque tu as téléchargé l'application, il te détecte. Et quand il te détecte, il va te proposer des parcours qui sont disponibles, si dans la ville il y en a de disponibles. Et sur ces parcours-là, en fait, tu mets ton téléphone dans la poche, tu mets tes écouteurs et tu te laisses guider du point A pour revenir au point A. Tout en faisant des exercices qui vont être détectés à des endroits. Par exemple, tu cours, ça va te dire ok, stop, arrête-toi, regarde sur la gauche, tu as un super banc, je te propose de faire des dips, on va partir sur 2 fois 20 secondes. Si tu connais pas l'exercice, regarde la vidéo et c'est quand tu veux. Voilà, et le mec, il a son Waouh! banc qui est juste là. Quand il s'arrête, il le voit, il fait. Et après, il continue. Donc, du coup, tu vois, on a réussi à faire quelque chose de nouveau interactif. C'est vraiment un partenaire d'entraînement virtuel. Et ce qui est cool, c'est que peu importe ton niveau, peu importe qui tu es, ben, tu peux le faire en marchant, tu peux le faire en courant. Tu as des parcours de niveau facile, difficile. Les cibles, elles sont super, puisqu'on a les hôtels, notamment, on valorise le territoire. Quand tu vas dormir dans un hôtel, je pense que tu es comme moi. Des fois, tu vas, tu sors, tu vas aller courir et tu fais une demi-heure dans un sens, une demi-heure dans l'autre, parce que tu sais pas, Ouais, ouais, tu vois, tu n'oses pas trop prendre des rues et ouais. tout. Bah là, on va te dire, ben, au départ du parcours, au départ de l'Ibis, pars sur le parcours qui fait 6 km, qui va te faire passer par les plus belles rues aux alentours de l'hôtel, et en même temps, ça va te faire un focus sur le centre du corps pour améliorer la stabilité de ton tronc, du corps, par exemple, du centre du corps. Bing. Et là, même si tu sais pas où tu vas aller, tu fais démarrer, et ça va te guider avec des consignes. C'est pas un guidage GPS, ce sont des consignes qu'on écrit nous-mêmes en fonction du terrain. C'est-à-dire que ça va pas être, Ouais, c'est ce que j'allais te demander, ouais. voilà. C'est genre tourne à droite à 100 mètres ou, Ah, pas c'est du tout, pas vraiment, du tout. C'est après pas la tourne boulangerie, à. Ah oui, bah là, on vient de signer. On a signé avec plusieurs clubs de sport d'un groupe. Ce sera bientôt diffusé. Il y aura bientôt une communication là-dessus. Mais là, j'ai eu un retour justement, et ce matin, il y a des coachs qui sont partis faire avec des adhérents le parcours. À un moment, tu arrives dans une rue et ça te dit ok, stop, arrête-toi, lève la tête en face, tu vois le panneau sens interdit, tu vas passer juste derrière et tu vas mais non. rattraper le banc qui est vert sur ta droite. Bing. Et ça, en fait, quand tu cours et que tu entends ça dans tes oreilles, de lever la tête, et quand tu lèves la tête, tu as vraiment le panneau sens interdit qui est en face de toi, et quand ça te dit le banc sur la droite, et tu tournes la tête un tout petit peu, et tu vois un banc sur la droite, tu te dis, ouais, mais il y a quelqu'un qui. Ouais, ouais, Le c'est mec, il clair. m'observe, en fait. Et ça, c'est le petit effet waouh qu'on fait tout le temps. Ah, c'est bluffant Et ça. on est vraiment on met un peu de culturel, mais on n'est pas une appli de culture. Tu vois, on donne des infos culturelles. Par exemple, à Bordeaux, on a fait un parcours. Quand tu passes devant la statue du lion bleu, ça va te dire, en gros, en 2 phrases, ce qu'est la statue du lion bleu.
mais il y a des applications qui font que ça, du culturel. Il y en a certains qui font que du culturel et qui essayent de se mettre sur le sport maintenant, mais c'est pas des spécialistes dans le sport et la façon dont ils l'ont fait, c'est pas concluant parce que je les ai testés. Et bon, bref, on n'est pas du tout sur le même registre. Et nous, c'est vraiment ça. C'est vraiment une application sportive, audio coachée, personnalisée, puisque les consignes sont co-créées avec le client. Et c'est dehors, c'est dans l'outdoor. Et l'outdoor, en fait, notre slogan, c'est vous êtes le point de départ, en fait. Et quand on avait créé ça, c'était par rapport à aussi mon expérience, c'est que peu importe où tu te trouves, tu ne peux pas ne pas t'entraîner. Tu dois toujours être en Mhm. forme. Donc, même si tu es dans une pièce et tu peux pas sortir et elle fait 10 mètres carrés, eh ben, tu vas faire ton sport dans 10 mètres carrés. Et du coup, ça prouve vraiment que moi, sur l'extérieur, en fait, c'est infini et tu peux t'entraîner partout. Et c'est surtout que ton parcours d'aujourd'hui, bah demain, quand tu vas passer, il y aura peut-être un rocher ou je sais pas, ou un truc qui sera mieux, tu vas devoir le contourner, bah, c'est déjà plus le même parcours en fait. Donc ça se renouvelle tout le temps. C'est une super idée parce que c'est vrai que tu vois ce que tu évoquais sur le fait, des fois tu es à l'hôtel, tu sais pas où aller courir, du coup tu fais 15 fois le tour de ton pâté qui fait 500 mètres. Ça m'est arrivé plein de fois et c'est vrai que trouver des parcours, c'est hyper compliqué en fait, à moins que tu aies des applications, enfin il y en a pas partout. Quand oui, évidemment tu vis à Paris, bon c'est plus facile, mais quand tu es dans de grandes agglomérations, mais globalement, c'est vrai que c'est. Enfin moi en tout cas, j'avais jamais entendu de solution comme la tienne qui te propose quelque chose vraiment hyper personnalisé, très local et adapté au niveau de chacun visiblement. Ouais, bah non, en fait, c'est vraiment unique. Et le fait d'être unique, bah, c'est cool, ça nous donne un petit temps d'avance sur Ouais, ça. Et puis, comme on a maintenant déjà des clients, on a des gros clients avec la ville d'Aix-en-Provence qui a adopté la solution et qui a proposé, sur l'année, on va proposer une quarantaine de parcours sur Aix-en-Provence. Donc, il y a déjà 5 points de départ différents. La salle de sport, il y a 9 clubs de sport là où il va y avoir une communication où l'application est présente pour les adhérents. Donc, ça, c'est génial. On a d'autres villes qui sont en train avec qui on est en discussion, qui vont lancer aussi l'application pour les villes, parce que dans les cibles, il y a les hôtels, il y a les collectivités, donc ouais, la ville, pareil, la ville valorise son territoire, valorise aussi à travers des informations, notamment Aix, ils ont mis un nouveau passage, un petit peu, comment dire, euh, en- dans un passage, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est le plan naturel urbain ou quelque chose comme ça qui te fait passer par l'endroit. Mais en fait, si tu le connais pas, personne n'y va. Bah là, du coup, pour le mettre un petit peu en avant, on fait passer nos parcours par là et en même temps, on leur donne des petites indications, on fait faire des activités là-dessus. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. excellent. Et donc ça, Andonora, dispo sur toutes les plateformes, Exactement, j'imagine? dispo sur toutes les plateformes. Sur iOS, c'est Apple Store. Pas sur la nouvelle plateforme. Je crois qu'il y a une nouvelle plateforme, mais c'est pour Huawei, je crois, c'est ça, hein. Je me trompe pas, ils ont sorti leur propre plateforme Huawei. Ouais, c'est Euh, possible. ouais, Alors là, je tu me sais poses plus une comment colle, ça c'est s'appelle, possible, mais ouais. en tout cas, nous, on est sous Android sur Play Store et sur Apple. Excellent, Donc ça, c'est super. disponible et c'est cool. Et ça, pour les gens qui voudraient suivre un petit peu, il y a une communauté aussi au-delà de l'application où Ouais, il bien y a, sûr. il y a Alors la moyen communauté, d'échanger, pour ouais. l'instant, la communauté, elle grandit tranquillement sur Instagram et sur Facebook, comme forcément, c'est pas encore connu. Là, pour l'instant, la communauté qui grandit, elle grandit parce qu'à travers nos différents réseaux, donc le mien où je partage quand même beaucoup de choses et j'ai une bonne communauté sur les deux comptes, sur Force Pizza Coaching et sur ma page. Donc là, après, les gens automatiquement, ils ont fait le rapprochement maintenant avec Andonora, donc ils vont se mettre sur notre page. Et ça grandit tranquillement, mais il y a une page, ouais, il y a une page Andonora sur Insta et sur Facebook. Et on est en train de créer maintenant aussi des pages par ville sur Facebook. Par exemple, on a lancé le Andonora Aix-en-Provence, puisqu'on a, bah voilà, c'est comme ça concerne que les gens qui sont à Aix-en-Provence. Et dans chaque ville où après on va lancer Andonora, il y aura la page qui correspond. Comme ça, les gens vont pouvoir communiquer aussi un petit peu entre eux, jusqu'à l'arrivée de la partie un peu communautaire qui sera aussi dans les prochains développements de l'appli. Super. Ok. Bah écoute, je mettrai les liens dans la description de l'épisode. Moi, je vais me dépêcher de télécharger l'application, comme ça je pourrais tester, mais ça a l'air tout simple, mais bah écoute, super, super intéressant. Donc, Ouais, et je tiens à je préciser te qu'on ferai l'a des pas retours. Je sorti, te ferai on des l'a on l'a retours. pas sorti pour le Covid, hein. On avait bossé longtemps avant le Covid et le Covid est arrivé par-dessus. Donc nous, c'est quelque part, c'était une aubaine parce que ça Ouais, répond, ça donne une solution outdoor qui est vraiment géniale. Et donc voilà, il y a eu pas mal de développement, les tests et tout. C'est quand même, comme tu l'as dit, ça a l'air facile, mais c'est assez long entre la partie géolocalisation, les consignes au bon ouais. moment, etc., etc. C'est pas si simple. De toute façon, c'est souvent le cas. Quand ça a l'air simple, c'est qu'il y a du boulot derrière. Donc, Exactement, exactement. ouais. Ok, donc ça, tu dirais que ça occupe combien, enfin, quel pourcentage de ton temps sur une semaine classique à peu près en Donora? Là, on va dire sur à peu près
80%, ouais, 80% chez Crosscall, dans la partie plus lobbying et puis travail de Crosscall avec les différents sujets qu'on a. Et Andonora, actuellement, je mets 20% parce que je suis ouais, 20% sur Andonora, puisque le gros travail actuellement est fait par Lilian, qui lui consacre beaucoup, beaucoup plus de temps actuellement sur Andonora, puisqu'il y a beaucoup de développement sur beaucoup de choses. Et le reste, c'est plus moi, mon boulot de chef de projet chez Crosscall, donc travailler sur Ouais. ce nouveau projet-là, et Andonora, qui fait partie d'un des projets, ouais, à peu près ouais, 20-30%. Bon, et en bon commando marine, du coup, tu vas au-delà des 100%, puisqu'il y a d'autres activités que tu mènes, notamment Force Spéciale Coaching. C'est ça, Force Special Coaching. Donc, ouais, Force Special Coaching, en fait, c'est un groupe que j'ai créé pour répondre à vite fait, hein, je fais ça assez rapide. C'est que quand il y a eu le décès de Cédric et Alain, tout le monde Ouais. a vu un petit peu et a entendu parler vraiment des commandos marines, commandos Uber et voilà ce que faisaient un peu les gars. Et forcément, bah, il y a des gens malhonnêtes qui se sont empressés puisque tout le monde, il y a une effervescence de personnes qui voulaient rentrer dans les forces spéciales, donc se faire coacher et tout. Et un jour, il y a un jeune qui m'a envoyé un message qui me dit voilà, il y a 2 commandos marines qui font du coaching et qui m'ont fait payer 140 balles pour un programme. Et je dis bah ouais, c'est qui? Parce que on se connaît tous, hein, c'est un petit milieu. Hmm. Et en fait, j'ai pris contact avec les mecs et c'était pas du tout des commandos marines. Donc en fait, ils avaient arnaqué un jeune sur internet, Mais ils lui ont sérieux. fait payer 130 balles et ils lui ont donné des trucs qu'ils avaient récupérés sur Google, des entraînements. Donc je me suis dit, putain, mais c'est voilà, moi c'est pareil, ça fait je déteste la justice, je déteste la tricherie, tous ces trucs-là. Donc du coup, je me suis dit, bah, en fait, Ted, tu t'as formé beaucoup de monde dans toutes les unités. Donc maintenant, tu connais pas que des marins, tu connais du monde de partout. En plus de ça, dedans, je sais qu'il y a des mecs qui sont déjà préparateurs physiques, que ça soit au RAID, que ça soit au GIGN, que ça soit au première PMA, tout ça. Bah, pourquoi, vu la visibilité que j'ai et dans ce milieu-là, pourquoi pas en faire profiter, de créer quelque chose qui va justement aider ces jeunes, où les jeunes, quand ils vont y aller, il n'y a pas de questions à se poser, ils savent que ce sont des vrais anciens opérationnels ou des opérationnels qui sont dedans. Ouais. Et donc, j'ai créé Force Special Coaching, et c'est un succès, puisqu'on a un taux de réussite pour des mecs qui veulent rentrer dans les unités de 95% à peu près. Ce qui Ensuite, est il énorme. y a 8 mecs qui tournent, plus une nutritionniste qui tournent pour Force Special Coaching. Donc des gens qui sont soit des anciens ou soit certains qui peuvent être d'actifs et cumulés entre préparateurs physiques et leur métier. Ce sont que des mecs qui font partie des forces spéciales ou unités d'élite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en on a en un peu plus d'un an, c'est ça, c'était en octobre 2020. On a lancé en octobre 2020, je crois, Force Special Coaching. Et là, sans sponsoriser la page, là, on va commencer un peu le sponsoring, mais sans sponsoriser la page, on arrive à 24 000 personnes, je crois, de la communauté, Ah ouais, qui suivent Force impressionnant. Special Coaching. On a cumulé plus de 500 coachings maintenant, je crois, en tout. Et ce qui est intéressant, c'est que au départ, ça concernait vraiment que les jeunes qui voulaient rentrer à l'armée. Et force de constater maintenant que on est presque à moitié-moitié. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes d'actives, donc des militaires qui sont d'actives, des flics qui sont d'actives, des gendarmes qui visent des tests spécifiques et qui passent par l'expérience des mecs qui sont Hmm. déjà passés par là pour avoir soit du coaching sur la partie préparation mentale, sur la partie préparation physique, comment aborder les tests, etc. etc. Donc c'est vraiment un succès, c'est cool. C'est génial. Du coup, on en a fait. Et Donc, j'en ai créé une association, parce que le but, ouais, c'était pas de se faire de l'argent dessus. C'est-à-dire que les coachs, eux, ils se font payer sur leur coaching. Mais nous, l'association, après, avec l'argent qu'on va récupérer quand on va vendre des patchs ou des choses comme ça va servir notamment quand il y a des coups durs pour les blessés de guerre, les blessés en intervention, les pupilles de la nation. Voilà, dès qu'on peut ouais. donner un petit coup de main, comment dire, du non lucratif. Et le but, c'est vraiment voilà, de pouvoir dire qu'on existe, qu'on prépare les mecs. Et puis, comme je leur dis tout le temps, hein, c'est que à travers ce que vous achetez, par exemple, un patch, etc., c'est quelque chose qui est, je touche du bois pour eux, hein, mais c'est peut-être un jour, ça va peut-être vous servir cet argent-là, malheureusement. Si vous partez en mission et que vous êtes blessé, ben, vous serez bien content Hmm. vous êtes bien content, c'est normal, hein, qu'il y ait des associations qui arrivent à récolter de l'argent pour pouvoir payer certaines choses. C'est cool. Hmm. C'est bien parce que ça donne aussi de la visibilité. Tu vois, même moi qui m'intéresse, bon, je suis pas un spécialiste du tout de l'armée, etc. Mais c'est vrai que il y a eu un moment donné, je sais plus exactement, je crois que c'était après cette fameuse affaire au Mali, où j'avais regardé pour faire des dons et c'était assez compliqué en fait de trouver une asso en particulier où tu vois j'étais tombé sur quelque chose in fine, mais
je trouve que c'est chouette si autour de cette communauté et de l'engouement pour le coaching, il y a aussi cette vocation un peu plus, je ne vais pas dire humanitaire, mais de soutien aux blessés, aux pupilles de la nation, etc. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce qu'à savoir que les blessés de guerre, c'est triste de voir un petit peu en fait le manque de reconnaissance qu'ils peuvent avoir, contrairement aux blessés de Ouais, guerre dans certains pays comme les États-Unis, où voilà, les États-Unis, on comprend que les pompiers, les militaires, tous ces corps de métier qui se battent pour le drapeau et pour leur pays, ils ont une reconnaissance à vitam aeternam parce que voilà, pour moi c'est normal, hein, c'est pas évident et les risques, c'est des risques qui sont là et qui sont réels. Et en France, c'est un peu différent. On n'a pas du tout. bah, on n'en entend jamais parler en On fait. n'entend pas parler. Et puis quand on n'entend pas parler, puis quand on en parle, on regarde vite fait ça, mais bon, c'est pas intéressant, quoi. C'est des gens qui sont blessés, il manque une jambe, bah oui, bah voilà, bah, il avait qu'à pas rentrer à l'armée. C'est des discours, c'est des raccourcis, quoi. C'est des Ouais. raccourcis. Et ça, malheureusement, je l'ai vécu aussi quand j'étais militaire, hein, sur des discussions. On te dit, ouais, mais vous avez de la chance, vous avez la retraite à 15 ans, vous pouvez partir en retraite, tatati, tatata. Bon, ma réponse, ça a toujours été la même. Je dis, bah ouais, mais pourquoi t'es pas rentré à l'armée alors? Je t'ai Ouais. pas interdit. Est-ce qu'à moins qu'il y ait quelqu'un qui a dit, toi, t'es interdit à l'armée? Non. Bah, pourquoi tu rentres pas si tu veux la même chose? Ouais. Mais on est C'est dans clair. le français, on est toujours jaloux en fait. On est toujours jaloux des autres. Tu Ouais. sais, c'est toujours, je crois qu'on en avait déjà parlé. Tu sais, et c'est pour ça que j'ai jamais non plus moi fait attention à tout ça. C'est, tu remarqueras dans tes connaissances, en fonction de ce que tu vas dire comme projet, sur 10 personnes, tu en auras 8 qui vont trouver de suite une façon de ne pas faire en fait. Hmm. Tu vois? Contrairement aux États-Unis. Aux États-Unis, tu vas dire, bah tiens, je prends l'exemple. Demain, je veux être le premier mec à marcher sur Mars. On va te dire, mais c'est génial. C'est génial, putain, mais vite, vite, vite tes rêves à fond, puis tiens-nous au courant, et puis dis-nous s'il y a besoin d'aide. On va t'aider, quoi. C'est cool ton projet. En France, si tu dis tu vas marcher sur Mars, les mecs vont dire, non, mais t'es sérieux là? Bah oui, je suis sérieux. Non, mais attends, tu marchais sur Mars, mais tu t'es cru pour. Bah non, mais j'ai envie d'essayer. Mais tu peux pas essayer, c'est pas possible. Mais pourquoi c'est pas Ouais. possible? Il y a du monde qui vont le faire peut-être, pourquoi pas moi? Ah, parce que toi, bah toi tu peux pas en fait, c'est pas possible, voilà. Ouais, ça fait un peu penser à ce que tu nous racontais avec ce militaire qui t'avait classé inapte, alors qu'au final, il y avait quand même une solution. C'est ça, Mais exactement. la première réponse c'était c'est mort. Ah ouais, la première réponse, c'est mort, parce que lui, en fait, il s'en fout, tu sais, il voit tellement de monde passer, il te met Y5, et puis voilà, lui, ça change rien, Ouais, en ouais, fait. ouais. Mais non, non, il y a toujours un truc, et ça, voilà, moi, c'est ce que j'essaie aussi d'inculquer toujours à mes enfants, c'est ça, c'est ne laissez jamais personne vous dire que vous ne pouvez pas faire, en fait. Ouais. Voilà, c'est à vous, il y a que vous, en fait, il y a que vous qui, à un moment, peut-être, ben, c'est pas possible, je n'ai pas réussi. Est-ce que tu as tout essayé, tu as tout fait, machin, oui, oui, j'ai tout fait, etc., etc. Ok, mais vraiment, et puis on essaye. Et puis après, voilà, mais si ça bouffe trop de temps, etc., on se réoriente sur autre chose. Mais Ouais. voilà, c'est super, il faut laisser les enfants et même les adultes, hein, un mec, il veut faire, demain, il veut être truc, bah, il essaye. Et je pense que quand on prend dans tous les grands noms de ceux qui ont réussi, je pense que la plupart quand on regarde les expériences de fous, on se dit, putain, mais lui, il a réussi, comment ça se fait? C'est un truc de malade. Pourtant, il n'était pas Mmh. du tout destiné à réussir, mais le mec, il a réussi, bah, parce qu'il a rien lâché. Il n'a pas écouté et il a continué, même si, voilà, il a continué, il a continué, il a continué. Je prends un exemple, je t'en avais parlé, mais je prends un exemple qui, moi, je t'en ai parlé, puis je l'avais re-regardé encore parce que je trouve ça génial, c'est Abraham Lincoln. Ouais, Abraham ouais. Lincoln, mais quand tu suis son cursus, mais c'est le mec, je crois que toute sa famille sont tous morts, entre sa femme, ses enfants, etc., dans des circonstances pas terribles. Il s'est fait virer des classes politiques, il est revenu, il s'est fait revirer, il a fait son chaotique, et il était quand même président des États-Unis. À un moment, il a été élu président des États-Unis. Mais sa vie, c'est que des échecs jusqu'à ce qu'il devienne président, en fait. Ouais. C'est un truc de fou. Et quand il Ouais. devient président, il arrive à abolir l'esclavage. Ouais. Tu vois? À une époque, ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Donc je trouve, moi, c'est les parcours comme ça que je trouve génial. Ouais, clairement, la résilience, la détermination, bah, tu vois, c'est les thématiques du podcast, donc c'est chouette que tu nous partages ce message, puisque on est en plein dedans. Ouais, Et exactement. peut-être pour en revenir à Force Spéciale Coaching, est-ce que pour le moment vous restez concentré sur des profils qui sont voilà, d'actifs ou qui souhaitent s'engager dans l'armée, ou c'est aussi possible en tant que civil, tu vois, pour des dirigeants, des gens en reconversion, je sais pas, mais qui voudraient une approche un peu plus peut-être péchue, d'être coaché par Force Spéciale Coaching? Alors en fait, maintenant, si tu veux, la priorité, c'est toujours pour les mecs qui veulent rentrer à l'armée, police et tout. Ouais, Mais
en fonction maintenant de comment voilà, les gars sont assez bien rodés et puis, dans leur coaching, ça va. On arrive aussi à prendre des personnes qui sont pas du tout, pour l'armée, mais qui veulent juste, comme tu le dis, être coachés quelque part par des mecs qui sortent de l'ordinaire et qui ont Ouais, une expérience, aussi bien de la partie, mentale et tout, qui est vraiment intéressante. Et pour info, tu vois, on a un gars qui est le préparateur physique d'un joueur, mondial qui est classé ATP et il est coaché par un des coachs de Force Special Coaching. Lui, il est déjà préparateur physique pour ce joueur de tennis, mais ok. lui, c'est pour voilà, voir une nouvelle façon et peut-être que la façon dont il est coaché, la façon dont on lui apporte cette partie mentale, il va peut-être pouvoir essayer de la retranscrire différemment à des joueurs parce qu'on sait très bien que dans ces sports-là, le sport de type de niveau, c'est le mental qui flanche à un moment. Et Ouais. quand tu as pris l'ascendant psychologique et que ton mental il est au taquet, après il n'y a plus rien qui t'arrête. Ouais, c'est clair que ça peut être, extrêmement intéressant et riche d'être, enfin d'avoir cette perspective, de personnes qui sont dans un environnement, particulièrement exigeant et contrairement à ce qu'on pense souvent, c'est loin d'être uniquement sur le plan physique. Donc c'est Ouais. clair que c'est Tu sais, ouais. j'ai une phrase qui dit toujours hein, le physique il a ses limites, mais le mental il n'en a pas. Donc travaille ton Ouais. mental et après le physique il suivra de toute façon. Écoute, beau message. T'es Et d'accord, non? C'est vrai. ouais, bah, ouais, ouais. Non, mais c'est clair. C'est clair. En tout cas, moi, j'en suis convaincu, tu vois? Et bah, là, d'ailleurs, je commence une spécialisation en préparation mentale parce que, bah, je trouve ça juste fascinant de voir ce qu'on est capable de faire, avec la tête et bah, tu vois, un peu tout ce que tu as partagé d'ailleurs, hein, c'est un petit peu ça, la résilience, la détermination, c'est ça qui a fait la différence parce que, dans ton parcours, si je regarde, tu vois, d'un œil extérieur, tu nous l'as pas dit, mais tu as évoqué plusieurs fois le fait que tu es tombé sur des gaillards d'1,90 m, 1,95 m, des gros bébés, mais il me semble que toi, tu es pas forcément un profil gros bébé. Ah non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Moi je suis pas du ouais, je fais 1,75 m, je dois faire, soit entre qua ouais, je dois faire 80 kilos et je suis, normal en fait et non, pas du tout, profil, passe-partout, sportif, athlétique, mais je veux dire, Ouais, pas du tout rebébé. Mais c'est ça la richesse du truc, ouais, c'est que, par contre, peu importe la taille, peu importe comment tu es, chez nous, c'est que devant, s'il faut aller récupérer un mec dans un bateau et que le mec fait 2 mètres, bah, si je suis devant et qu'il y a personne qui peut passer, je vais y aller et je me pose pas de questions et ça va le faire. Voilà, ouais, c'est ça le truc. Là où des fois tu dis: «Non mais attends, le mec, il fait quand même, 2 mètres, moi je fais 1,60 m». Ouais, non mais il faut y aller, on n'a pas le temps en fait donc c'est bon, tu es formé pour ça donc on va y aller. ouais. Génial. Bah, écoute Teddy, on arrive à la fin. Un immense merci d'avoir pris le temps une 2e fois de nous partager ton parcours. C'est chouette parce qu'on a évoqué des points qu'on n'avait pas forcément vus la fois précédente, donc c'était intéressant. S'il y avait, bah, peut-être le mot de la fin, tu as déjà partagé quelques messages et ton point de vue sur, bah, les choix dans la vie notamment, mais qu'est-ce que tu aimerais, toi, qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux auditeurs, aux auditrices? Moi, ce que j'aimerais transmettre, alors transmettre, c'est un peu prétentieux de ma part, mais en fait, ce que j'aime bien et je pense que c'est ce qu'il faut retenir, c'est que peu importe en fait ce que vous voulez faire, pour moi, il y a rien d'impossible en fait. Ce qui est impossible, c'est de penser qu'on peut. Voilà, ce qui est impossible, c'est de penser que c'est impossible. C'est con, mais c'est un peu comme la phrase de Mark Twain que j'adore, qui dit c'est parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Et ça Ouais, parle notamment du débarquement aussi des 77 commandos marines qui ont débarqué en Normandie. C'est ça en fait, c'est que on a tout le temps des barrières pour tout, et du coup, quand on a des barrières, bon, on ne sait plus de quoi on est capable, et on se dit de suite, ben lui, on se compare. Il faut pas se comparer en fait. C'est pas parce que lui il n'a pas réussi que moi je peux pas réussir. C'est pas parce que lui il a échoué et c'est un champion du monde, et il a échoué quand il a voulu faire l'ascension du Mont Blanc, que du coup, ben, je me dis, bah, si lui il a pas réussi, donc moi je peux pas réussir. Bah si, en fait, moi je suis pas lui. Donc ça se trouve, moi, je vais mmh, réussir. Mais c'est pour ça, le message de la fin, c'est faut pas se comparer, faut croire en ses rêves. Les rêves, de toute façon, ils sont faits pour être réalisés. Et le passage sur Terre, il est hyper, hyper court. Et malheureusement, personne ne sait pour combien de temps on est là, hein. Je viens de voir passer cette semaine, il y en a un ancien du premier PIMA qui avait 47 ans et qui était dans la police municipale. Donc, je le connaissais pas personnellement, mais c'est des copains, des collègues à moi qui le connaissaient. Donc, le mec fait sport spécial, 47 ans, c'est 50 plus que moi. Il est parti faire un footing et il est mort d'une crise cardiaque, d'un malaise cardiaque à la fin de son footing. Donc, c'est des choses qui arrivent tous les jours et c'est vraiment ça. Moi, ouais, je le prends toujours. La vie est courte
Et en fait, si c'est pour mourir avec toute son expérience, tous ces trucs, moi, c'est pas mon truc. Il faut partager. C'est l'avenir. C'est l'avenir pour les enfants. C'est l'avenir pour les jeunes et tout. Et rester humble, toujours humble. Faut, comme on dit, une nonchalance professionnelle. Faut être bon, mais jamais se prendre au sérieux. Parce que sinon, ce serait pas marrant. En tout cas, je pense que tu en as été l'exemple dans cette conversation. Humilité et continuer à foncer, croire en ses rêves et s'écouter sans douter. Donc, encore une fois, un grand merci Teddy. J'étais ravi que tu puisses partager un petit peu ton parcours avec nous. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Je mettrai évidemment dans la description de l'épisode tous les liens vers Force Spéciale Coaching, Andonora, je vais y arriver, et peut-être quelques liens vers... je ne sais pas d'ailleurs s'il y a des gens qui sont intéressés par la vie des commandos, qu'est-ce que tu recommanderais comme tu vois, en guise d'introduction pour commencer à se familiariser et voir si ça plaît ou pas? Au niveau de quoi? De lecture ou? Ouais, lecture ou docu ou... Alors, en lecture, il y a 2 bouquins qui ont été faits par des collègues commando marine qui sont pas mal. C'est Des hommes d'action qui a été écrit par Julien B. Ouais, et Chef de guerre qui a été écrit par Louis Saillant. ouais, Voilà. Après, il y a aussi le livre de Marius. ouais, qui est Et pas mal, hein, je le recommande. ouais, il y a le livre de Marius. Et il y a aussi actuellement sur les commandos marines Madame Calma qui a écrit 2 bouquins et qui viennent de sortir. Ouais, Qui sont pas mal. Et ensuite, si vous aimez les belles photos et vous voulez voir aussi, vous n'êtes pas trop dans la lecture, mais par contre dans le partage et surtout le partage d'images, vous aimez les belles photographies et tout, il y a mon frère d'armes et mon pote Largo qui vient de sortir Carnet de bord d'un commando marine. Et dedans, c'est un carnet de bord de, je crois qu'il doit avoir à peu près peut-être une centaine de pages et ce sont que des photos avec des descriptions de où ça se trouve et tout, des commandos marines, mais vraiment, artistiquement, c'est très joli, c'est très beau. super. Bah écoute, je mettrai le lien pour ça, puis j'irai le voir personnellement, ça m'intéresse. Ouais, vraiment bien. Génial. Bah écoute Teddy, tout le meilleur pour la suite. Ravi d'avoir pu avoir ce moment privilégié avec toi et bah, je te souhaite encore une fois tout le meilleur dans tes différents projets. Merci de m'avoir écouté et puis en espérant que ce soit pas trop, trop long. Et ça me faisait plaisir. C'est cool, comme j'ai dit, le partage, c'est important. Et merci à toi. Merci Teddy. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Les Frappés jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura intéressé, même inspiré pour vos différents projets, qu'ils soient pro ou perso. Je vous invite à nous faire parvenir vos commentaires, vos feedbacks, vos suggestions d'invités également, directement par email à contact@lesfrappés.com. Et enfin, si vous souhaitez nous soutenir dans cette aventure, n'hésitez pas à nous laisser une note sur les différentes plateformes d'écoute que vous utilisez, ainsi qu'un commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!